Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Donc petite review du début d'année 2018. Alors tout d'abord quand même, je vais faire les choses correctement, je vais vous souhaiter une bonne année. Alors tout d'abord une bonne santé, parce que c'est le plus important. Sans la santé nous ne faisons rien. Évidemment quand même de la réussite, donc dans vos projets divers et variés. Là, c'est quand même le retour des vidéos un petit peu, puisque là, il y avait un petit peu les fêtes, donc vous comprenez. Et le 26 décembre, je suis allé voir Star Wars Les Derniers Jedi, et je vais vous donner mon avis sur tout ça, tout simplement. Alors, je vous propose la chose suivante. Donc, ça sera un podcast, ce coup-là, parce que c'est vrai que j'ai pas de vidéo particulièrement à vous montrer, mais je vais essayer d'être dynamique pour vous donner envie de rester, bien évidemment. Alors, on va faire ça comment On va faire ça très simplement. On va faire les personnages d'abord, et ensuite on va passer par les trucs classiques, musique, scénario, graphisme, rythme, ambiance et différentes scènes. Et ensuite, je vous dirai si je suis hypé ou non pour le prochain, c'est-à-dire l'épisode 9, bien évidemment. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. On va commencer avec le personnage de Leia. On commence dur, avec du lourd. Alors, Leia dans ce film. Alors déjà, je vais commencer. Alors, je vous préviens quand même, c'est avec spoiler. C'est avec spoiler, donc de toute façon, moi, mes reviews, elles sont toujours avec spoiler, donc je ne vous apprends rien. Mais bon, si vous voulez pas être spoilé, dégagez de là, j'ai envie de vous dire. Au revoir et à bientôt. Donc voilà, Leia, donc de son état, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, c'est un personnage déjà, la remarque qu'on peut faire, c'est que dans ce film, elle est déjà beaucoup plus développée que dans le 7. D'ailleurs, on le voit tout de suite, parce que moi je me rappelle que je vous avais dit que dans la review du 7, je vous avais dit ouais, Leia elle a un truc un peu rouillé, etc. Là on voit vraiment qu'elle a vraiment beaucoup plus investi la chose, et voyez, on sent un jeu supérieur quand même, on sent vraiment que elle a pris le truc plus au sérieux, disons-le clairement. Alors aussi, je sais pas, c'est peut-être dans le 7 elle avait des scènes quoi, elle avait la scène de retrouvailles avec Han Solo. Mais même, parce que là, franchement, dans le film, elle a pas non plus un rôle, enfin, elle a un rôle important, mais c'est des petites scénettes aussi, vous voyez, donc je pense vraiment que son jeu est meilleur dans celui-là. Sincèrement, c'est mon avis. Je pense qu'elle s'est plus, elle s'est plus appliquée, ou elle a été mieux dirigée par le réalisateur. En tout cas, ça fonctionne mieux, globalement, avec ce personnage. Bon, maintenant, je ne peux pas passer sous silence la fameuse scène. Donc tous ceux qui ont vu le film savent déjà de quoi je veux parler. C'est la scène d'ailleurs qui a été relevée par toutes... J'ai vu quelques critiques avant de faire celle-ci quand même, pour voir un peu le metagame, comme on dit. Je ne peux pas passer sous silence cette espèce d'envolée dans l'espace. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Alors, bon, conceptuellement, rappelons les choses. Avec la force, peut s'opérer vraiment des miracles de malade. Le problème que j'ai avec cette scène, en fait, c'est que Leia, quelque part, n'a jamais été quand même... comment dirais-je ? On l'a jamais vu avoir un début d'intérêt pour la force. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Donc déjà, quand elle fait ça, c'est très surprenant. Deuxièmement, la façon dont c'est filmé ou monté, selon si c'était des animations, j'ai trouvé ça... Au début, je vais même vous dire, au début, j'ai cru... Attendez, mais là, ils sont en train de nous faire la mort de Leia... Et comme l'actrice était morte, ils ont rajouté ça après pour la faire mourir à la fin du film. Je me suis fait tout un film, je me suis dit, attendez, mais c'est quoi ce truc où elle commence à démarrer et à foncer vers le... Alors, c'est un peu gros. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, je veux dire, avec la force, il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir vraiment des trucs de fou. Mais quand vous voyez ça, déjà, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette scène. Peut-être... Il aurait fallu le faire peut-être moins démarrage Superman. Peut-être le faire plus dans l'écoulement, vous voyez, que ce soit plus une douce influence qui avance lentement, vous voyez, et qu'elle se protège peut-être avec une barrière de force qu'on aurait vue, par exemple. Et on voit ça se dirige
doucement vers la zone, voilà. Là, en fait, ce qui est choquant dans cette scène, c'est qu'elle fonce d'un coup, vous voyez. Alors évidemment, vous me direz, il faut mieux pas trop rester longtemps dans cet état, certes, mais du coup, dans l'esthétique, ça fonctionne pas, hein, franchement. Moi, je le retourne dans tous les sens dans ma tête, cette scène ne fonctionne pas, hein, globalement. Bon, sinon, Leia, c'est pas que ça, hein. Dans ce film, je trouve que de toute façon, donc ça je vais spoiler un petit peu sur mes futures interventions, je trouve que globalement, tous les acteurs qui ont un rôle à peu près central, on va dire, enfin qui sont vraiment, qui ont un minimum de dialogue, sont meilleurs que dans le set. Ça c'est un fait. En termes de jeu d'acteurs, je pense que Ryan Johnson a mieux dirigé ses acteurs, parce que j'ai senti quand même qu'il y avait un mieux de ce point de vue-là. Franchement, tous les acteurs jouent un petit peu mieux et ont la part belle. Il y a quelques exceptions, mais ça c'est plus pour des personnages secondaires. On reviendra sur ça après. Donc pour Leia, franchement, sur ce qui est proposé, j'ai pas trop à en redire. Le problème qu'on pourrait soulever avec Leia, c'est plutôt que elle est peut-être pas, comment dirais-je, c'est le général de l'armée, donc elle peut que avoir cette position-là dans des intérieurs vaisseaux, mais c'est vrai que du coup c'est plus les jeunes qui bougent que elle est souvent, vous voyez, soit d'ailleurs une partie du film elle est quand même dans le coma juste après cette scène hein, d'ailleurs. On peut pas dire, vous voyez, que ça soit non plus un truc de fou, quoi. Ouais, c'est marquant parce qu'en fait elle reste toujours au même endroit, elle donne ses ordres, etc. Elle joue bien, moi je trouve qu'elle joue bien, mais voilà, je trouve pas que ça soit non plus fulgurant non plus. Faut pas dire non plus n'importe quoi. Elle fait le taf avec un peu ce qu'avait fait Han Solo dans le précédent film. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on lui a donné, il a fait de bons trucs. Mais je pense peut-être qu'on aurait pu la mettre un petit peu plus en avant sur certaines scènes, hein, quelque part. Parce que moi, je peux pas vous dire là en l'état, Leia dans telle scène, c'est la scène de Leia. Vous voyez, non. En fait, je la vois tout au long du film dans mon esprit. Surtout que ça fait déjà... Parce que quand j'avais fait la review du 7, j'avais fait juste après, hein, quelques jours après. Là, ça fait quand même déjà plus de 8 jours, donc c'est un peu plus à froid, hein, quand même, globalement. Et là, vous voyez que c'est plus à froid. Je ne serais pas en mesure de vous dire une scène avec Leia qui m'est troué le cul, voilà. Et on peut même pas dire la scène de Luke à la fin, parce que je l'ai trouvé bidon. On y reviendra sur cette scène. Mais voilà, donc ça c'est même pas culte. Donc il n'y a rien de vraiment culte avec Leia. Et c'est d'autant plus, parce que là il va falloir y venir quand même, ironique que les deux acteurs sur les trois qui étaient d'origine, la seule qui est morte, c'est elle. Et c'est la seule qui dans le film est encore en vie. Non mais c'est quand même un truc de fou. Et là ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que là ils sont vraiment dans la merde quoi. Je sais pas comment ils vont faire. Je pense que ça va se régler à coup de... Je sais pas, alors soit ils ont gardé des scènes, ce qui pourrait expliquer certaines choses qu'on verra après hein, au niveau des problèmes de ce film, soit ils ont gardé certaines scènes pour les glisser comme vite fait dans le 9 et que ni vu ni connu ça tire avec un vaisseau et ça détruit, je sais pas, un vaisseau ou quel que soit l'endroit où elle sera et pour qu'elle meure, parce que sinon ils ont bien dit, hein, rappelez-vous, qu'elle ne reviendrait pas dans le 9, hein, qu'il n'y aurait pas d'utilisation de je ne sais quoi, donc à moins qu'ils aient tourné des trucs à l'avance, ce qui est impossible, hein, parce qu'elle n'était pas morte encore, donc ils n'ont pas pu prévoir le coup. Je vois pas comment c'est possible. Donc le seul truc possible, c'est qu'ils aient gardé des images du 8 qui vont bricoler pour essayer de faire quelque chose de cohérent, et qu'elle meure dans les premières minutes du film, vous voyez, enfin... Et je sais pas, qu'on voit de loin une explosion de vaisseau et qu'on comprenne que, voilà, après il y a peut-être quelqu'un qui va se tenir, peut-être par exemple Luke version spectre de la force, qui fait oh putain j'ai senti ce mouvement dans la force, etc. Et voilà, on sait qu'elle est morte. Mais parce que sinon je vois pas comment c'est traitable. Ou alors ça va être traité dans le texte, hein, dans le texte de départ. Je sais pas, on verra. En tout cas voilà, c'est assez bizarre parce que Leia, je vous ai dit quand même que c'était mieux joué que le 7, hein, quand même, ça c'est sûr. Mais mis à part ça, je saurais pas quoi vous dire hein, sur ce personnage parce que j'ai trouvé que voilà, elle manquait peut-être un petit peu elle était mal servie peut-être en termes de scène un peu culte quoi, dont on aurait pu se souvenir. Y a rien qui dépasse vraiment. On sent que c'est une générale avisée, que elle maîtrise le plan quand même jusqu'au bout. Elle regrette.
certains comportements, donc il y a une forme de sagesse quand même. Maintenant, voilà, il n'y a pas plus que ça que ce personnage. Moi, je m'attendais quand même, si vous voulez, à un petit peu plus. Même si je trouve qu'elle a bien joué, elle a fait le taf, elle, pour son jeu d'acteur à elle. Dans le miroir, elle peut se dire maintenant, où qu'elle soit, ouais, j'ai fait un bon taf correct pour ce film, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très bien servie en termes d'écriture, encore une fois, là. Bon, je vais passer au personnage suivant, qui est Luke Skywalker. Donc là, gros personnage, quand même. Alors lui, pour le coup, on peut dire que non seulement c'était plutôt bien joué, mais en plus, lui a été un petit peu mieux servi. Mais là encore, je vais mettre un bémol. Je trouve que le scénario est fait de telle sorte que on perd beaucoup de temps, malgré le fait qu'il soit beaucoup plus à l'écran quand même que Leia et soit un intérêt quand même un peu plus fort. Je trouve que la longueur de ce film, on va quand même un petit peu y venir, dessert, parce que du coup on a l'impression que c'est étiré, on a l'impression que c'est étiré, notamment la première partie sur l'île, il y a trop de revirements, on sent trop que ça prend 10 ans pour vraiment impacter quelque chose, et même si on le voit, et on voit il est tiraillé, etc., moi j'ai pas trouvé sa progression très intéressante tout au long du film. La seule scène ayant légèrement aiguisé quand même mon intérêt, c'est la scène de fin, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait dans ce côté surprise motherfucker, voilà, je suis un spectre. Enfin, d'ailleurs, ouais, si, c'est une projection, on va dire projection astrale plutôt, parce que c'est pas encore un spectre à ce moment-là. Donc, projection astrale, j'ai trouvé que c'était cool, ça, franchement, la petite surprise. Et puis, c'est ce côté aussi, je suis Luke Skywalker, c'est pas un gamin qui va m'apprendre. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, comme dirait l'autre, donc voilà, il rule le truc et il dit si tu me tues, et ce qui est le cas du coup indirectement, il va revenir et niquer des mères. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand même on voit un Luke, parce que non mais c'est vrai quoi, je veux dire, il a passé quand même 3 films auparavant à monter en puissance et à la fin quand même du Retour du Jedi, le mec, putain il est badass, il revient, il est bien en confiance et il est au top du top. Et là, c'est vrai qu'on faisait un Luke qui avait perdu ses pouvoirs d'ailleurs. Il ne ressentait plus la force à un moment donné, donc il a dû la retrouver. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il a tué à la fin, parce qu'il avait peut-être pas totalement la maîtrise de ce truc. Et ça faisait peu de temps qu'il avait repris finalement le drapeau, si je puis dire. Donc voilà, c'est peut-être ça qui a fait sa mort. Mais enfin bref, il y a des choses intéressantes du point de vue de Luke dans ce film. Mais c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs Mark Hamill dire que il avait été déçu par ce qui lui avait été proposé, mais je comprends un petit peu, parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas tout qui est nul en fait, mais c'est sa progression. En fait, on se demande un petit peu quand même où ça va. Par exemple, dans le Retour du Jedi, le mec c'était le premier quand même à rejeter voilà le côté obscur et oui, à se positionner. Vous voyez, c'était pas le mec qui était quand même comme ça dans la totale résignation, puis qui fait des errances, je refuse de te former, puis je te forme, puis Yoda, finalement je veux pas détruire les... Enfin si, je veux les détruire, puis en plus ensuite je veux pas les détruire. Vous voyez, enfin, on comprend pas trop où ça va. Toute une première partie c'est assez fou, c'est peut-être voulu, c'est peut-être un imbroglio pour finalement... se dire, voilà, c'est quand même les états d'âme. En fait, cet épisode 8, ce serait finalement toute la progression de Luke qui arrive à faire un choix, donc, qui conduit à sa mort d'ailleurs, mais bon, qui arrive à choisir quelle voie il veut choisir pour la galaxie. Le problème, en fait, de ce truc, c'est que je trouve que ça fait un petit peu long. Donc déjà, ce film, on en reparlera tout à l'heure, de la longueur du film, mais je trouve que ça fait un petit peu long pour l'exercice, déjà pour le 8, mais aussi pour le 7. C'est-à-dire qu'en fait... Le truc qui était amorcé dans le 7, en fait, à la fin du 8, c'est à peine résolu, quoi, en fait. Et en plus, il meurt. Donc, en fait, c'est un gros troll, puisque on a fait tout un build-up sur ce truc, pour finalement que le mec meure, en fait, dans le 8. Ce qui aurait été une progression intéressante, je dis pas qu'elle aurait été mieux, mais c'est que, si vous voulez faire un truc très lent comme ça, justifier le fait qu'on a un personnage qui se questionne encore et encore et encore, c'est qu'à la fin, quand même, on a une récompense. C'est qu'on va le voir en plein potentiel dans le 9. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que
Là, on n'a pas de récompense. Alors, on s'est fait teaser jusqu'au 7, à la fin du 7. Voilà, je te tends le sabre laser, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça, le 8 aurait été bien pour tous les doutes de Luke, ce qui est arrivé d'ailleurs, hein, c'est ça qu'on nous a raconté. Mais du coup, si vous voulez tout ce temps passé, presque 3h30 hein, au total de ces deux films, tout ça pour qu'à la fin le mec meure. Hein. C'est pas que sa mort me dérange, hein, je trouve que ça peut avoir du sens hein, devant les deux soleils couchants, voilà. Mais du coup, quand même, voilà. Hein. C'est-à-dire qu'on a perdu quand même 2 heures de ce film-là, plus le précédent, pour raconter quoi? Voilà, c'est ça que je dis. Donc c'est un petit peu compliqué. Finalement, pour se retrouver avec Rey et finalement, comment il s'appelle? Ah, le Ben Solo, hein, voilà, Ben Solo. Donc ces deux-là. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on retourne à une situation antérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, à la fin du 7, il y avait toujours pas Luke. Hein, on était sur le point de. Et finalement, pour que tout le 8 y ait... Alors, il se passe des choses quand même, hein, voilà. Mais on attend que ça soit lui le héros. Alors, je comprends bien, évidemment, c'est d'ailleurs le titre du film. C'est, voilà, maintenant c'est Rey qui doit faire le taf, etc. Hein, évidemment, mais... Je sais pas. Hein, je sais pas. Pour ce personnage-là, je trouve qu'effectivement, il y a un problème en termes de construction. Hein. C'est... Quand même, hein, c'est... Je veux dire, c'est le mec qu'on attendait au tournoi. Et moi, franchement, je l'aurais fait survivre jusqu'au 9. C'était plus logique. Quitte à ce qu'il meure dans le 9. Hein, à la limite, là, c'était vraiment... Ça se tenait. Hein, voilà. Et à la limite, pourquoi pas au milieu même du 9. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Que ça fasse... voilà. Et là, le 8, bon... En plus, sa mort, si vous voulez, personne l'a vu. Non mais c'est vrai, personne l'a vu sa mort, donc du coup, ça peut pas créer de dynamique particulière par rapport à sa mort. Il est mort calmement, enfin calmement. Il a pas été tué, vous voyez, il est mort tout seul sur son île. Certes, peut-être dans la souffrance, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il est mort tout seul, donc ça va pas créer d'incidence sur quel que soit le personnage. Ben Solo, bah du coup, certes, il n'a pas gagné, il n'a pas non plus perdu vraiment. Par rapport à Luke, hein, j'entends. Voilà, donc en fait, je trouve qu'on a gaspillé beaucoup de munitions, on y reviendra, hein, du gaspillage de munitions tout à l'heure, je pense que vous voyez vers quoi on tend, hein. Mais voilà, donc on gaspille ce potentiel-là. Luke, il pouvait facilement être dans le 9, hein, facilement. Hein. On avait déjà eu Han Solo qui était mort, voilà, c'était peut-être pas forcé de toujours les tuer pour faire, voilà. Justement, ce qui pouvait être un bon contre-pied à la fin de cette scène finale, c'est que ça soit justement donc une projection astrale, mais que le mec survive derrière. Vous voyez, je suis pas encore là, j'arrive et je vais m'occuper de toi dans le 9. Et là, on avait une belle construction. Là, on avait un duel possible, peut-être par exemple Luke contre Ben Solo. Bah, on peut se douter qu'évidemment Luke aurait peut-être perdu un petit peu à la Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador, hein, le dernier combat, donc dans l'épisode 4. Et qu'il y aurait après, voilà. Mais là, le build-up est foiré. Vous voyez, c'est dommage quand même, hein, c'est quand même très con. Et du coup, franchement, là, ils ont gaspillé des... J'ai l'impression qu'ils écrivent les opus les uns après les autres, et pas l'ensemble. George Lucas, quand il fait sa petite saga, je peux vous dire qu'il a déjà dans l'idée les 6 tomes. Vous voyez, c'est ça la différence, en fait, dans un créateur qui veut raconter une vraie histoire. Là, disons-le, hein, c'est quand même un petit peu maigrichon tout ça. Hein. On sent que les mecs ne pensent pas à long terme. Hein. Du coup, après, ça va être notre ami, comment il s'appelle? Je me rappelle plus trop. Je suis sur Halluciné, là, on va taper un petit peu. C'est le réveil de la force, comment il s'appelait, là, le réalisateur. J'ai paumé son nom. Celui qui avait fait Lost, hein, de toute façon. J.J. Abrams, voilà. J.J. Abrams, bon, il va revenir aux manettes, avec ses points faibles et ses points forts aussi, hein, quelque part. Mais bon, ça lui laisse pas trop non plus d'éléments. Hein. Voilà. Bon, allez, on passe à Rey quand même, hein, parce que sinon on va pas y rester 10 ans sur Luke. Rey dans ce film. Alors, moi, le problème que j'ai avec Rey dans ce film, c'est que je m'attendais à avoir au minimum le principal fil rouge
qui est l'histoire de Rey finalement, hein, d'où elle vient, etc. Bon, s'il avance un petit peu quand même, mais à mon avis tout ça c'est du bluff, donc sur la saga générale, ça fera rien en fait, vous voyez, on ne pourra pas considérer ça comme un élément. C'est-à-dire, c'est évidemment le moment de la salle du trône où Adam Driver, donc l'interprète de Ben Solo, qui dit à Rey qu'elle ne vient de nulle part. Bon, alors, ça, le problème avec cette révélation-là, c'est qu'il y a deux éléments. Premier élément, si c'est vrai, bah c'est pas épique. Vous voyez, enfin, déjà, c'est pas épique. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ça sert à quoi de mettre la voix de Obi-Wan Kenobi version ancienne et pseudo-nouvelle de la prélogie, de mettre leurs deux voix dans une petite, quand même... j'allais dire cinématique, dans une petite vision, hein, dans le réveil de la force. Donc tout ce build-up pour tout ce cinéma pour rien, vous voyez, enfin, pour tout ça, pour que ça soit la fille de personne. Alors, il pourrait y avoir un truc intéressant là-dedans. Vous voyez, je suis personne et je dois me faire moi-même. Pourquoi pas? Mais alors, du coup, fallait pas le faire comme ça. Il fallait pas le faire comme ça parce que, du coup, ça devient un non-événement. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on avait le build-up avec le réveil de la fin. On se disait, oh, attends, mais c'est peut-être la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, ou allez, à la limite, elle fait partie de... C'est la demi-sœur ou la sœur jumelle de Ben Solo. Enfin, voilà, on se faisait des trucs comme ça. On se disait, c'est qui voilà. En, finalement, disant ça, si c'était la réalité, on ne sait pas encore, hein, mais si c'était la réalité, je trouve qu'on y perdrait. Voilà. Et puis, alors, deuxième posture, admettons que ce soit juste un bluff pour affaiblir Rey et dire qu'elle n'est rien, qu'elle vient de nulle part, voilà, pour pas qu'elle puisse hériter de quelque chose, bien qu'elle a quand même un potentiel de malade, donc on peut pas dire non plus, voilà, hein, ça vient d'où quand même, on peut se poser la question. Ça pose la question de ses parents de toute façon, hein, voilà, c'est bizarre. Mais voilà, si c'est effectivement... comment dirais-je, si c'est le cas, c'est-à-dire que par exemple elle est la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, bah du coup on n'a rien appris, du coup parce que c'était juste un mensonge, et voilà, donc dans les deux cas en fait, vous voyez, dans les deux cas on a un problème. Dans les deux cas en fait, on n'a rien appris sur Rey. Est-ce que Rey par ailleurs a évolué dans ce film? Pas vraiment en fait, hein. Elle essaie de convaincre Luke dans la première partie, elle est très très discrète hein, dans ce film. Et en fait c'est là où les gens ont été équitablement répartis, mais en fait du coup il n'y a pas vraiment de scène culte dans ce film, malheureusement. Hein. Peut-être vers la fin, on y reviendra, mais quelque part, je trouve quand même que ça manque un petit peu. Il y en a peut-être qu'une, quoi. Vous voyez, enfin, et c'est pas elle qui est dedans, quoi. Donc, j'ai un petit peu du mal avec Rey. Je trouve qu'elle n'a pas avancé dans ce film. Franchement, elle n'a pas avancé. Hein. Sincèrement, elle est toujours avec Chewbacca, toujours dans ce vaisseau. Elle a essayé de convaincre Luke dans un premier temps. Alors, il y a le seul moment où il pourrait y avoir une avancée, c'est la scène de la grotte. On peut en parler peut-être vite fait. La scène de la grotte où effectivement il y a cette espèce de truc, alors que des gens ont trouvé bien fait, moi j'ai trouvé que c'était raté, mais au possible, où ça claque des doigts, là machin. Alors, au début, on peut se dire à quoi ça va servir, ça va peut-être servir à quelque chose, mais en fait, non, c'est juste un truc bidon comme ça. Et après, elle est face à elle-même. Et alors, selon Ryan Johnson, la symbolique de cette scène, c'est que elle ne connaît pas ses parents, donc elle est seule au monde. Donc du coup, c'est la caverne du côté obscur, et c'est l'allégorie du héros qui doit se construire seul. Et peut-être d'ailleurs, c'est pour ça que ça serait cohérent que ça soit ça, c'est-à-dire que il n'y a pas elle n'est pas la fille de Luke Skywalker, d'ailleurs, qui la tège à un bon moment du film, hein, quand même. Hein. Donc ça renforce cette idée-là. Mais je sais pas, voilà, ça c'est. Mais bon, c'est assez faible hein, quand même. Franchement, quand même, quand vous comparez entre la caverne du côté obscur de Luke dans l'épisode 5 et ça, au moins, on voyait quand même, voilà, coup de sabre laser, on voyait qu'il y avait un humain sous le masque et il y avait un petit truc très intéressant derrière, vous voyez. Il y a que ce mec qui fait peur avec son masque, voilà, qui est Dark Vador, bah derrière, il y a un humain. Et en plus, il s'est avéré qu'au final, c'était en plus son père. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même un truc de malade. Là, bon... Voilà, au final, on verra toujours qu'elle est seule, vous voyez. Donc, à moins que...
que ça soit vraiment ça et que ça soit vraiment. Franchement, ça renforce vraiment l'idée qu'elle elle ne vient de nulle part. Vous voyez que c'est pas la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Parce que si c'est le cas, du coup, cette scène perd un peu en essence finalement. Parce que ça veut dire quoi finalement? Voilà. Qu'à ce moment-là, elle est seule, mais que plus tard, elle apprendra qu'elle est la petite fille. Ouais, enfin, je trouve que c'est assez faiblard pour. Franchement, une scène mystique. Je crois que même Clone Wars et Rebels, ils en ont fait des meilleurs que ça, franchement. Hein. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment mal fait là. Hein. Franchement, personne n'a rien compris. La justification de Ryan Johnson est assez moyenne. Les claquements de doigts, bon, que ça se réponde. Oui et non. Enfin, parce que à quoi ça sert vraiment? Ça répond à quelques microsecondes d'écart. Enfin, oui, enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas parlé plus que ça, hein, cette scène. Il y en a qui l'ont trouvé bien. Moi, je trouve ça light, hein, très light. Poe Dameron. Ah oui, alors c'est un personnage que j'aime bien. Moi, j'aime toujours les mecs un petit peu, vous voyez, qui ont du caractère comme ça. Ouais. C'est un personnage que j'aime bien. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, je trouve que dans ce film, là encore, alors, il est bien servi, quand même déjà un petit peu mieux que le 7, on peut pas le nier. Maintenant, je trouve quand même, alors c'est son caractère aussi, c'est vrai, donc finalement ça peut avoir une logique, mais à aucun moment dans le film, je trouve qu'il ne brille vraiment pour ce qu'il est vraiment. Hein. Et c'est là on va en parler, c'est un petit peu le côté féministe de ce film, où les mecs finalement ne valent pas grand chose. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans ce film? Alors c'est pas pour défendre finalement des stéréotypes de genre ou je ne sais quoi, mais quand même. Hein. Pour qu'un mec soit bandant, hein, excusez-moi, je suis pas gay, hein, mais c'est pour redire le côté, voilà, il soit attractif, faut quand même, voilà, qu'il fasse des choses, hein, qu'il respecte, hein, comme on dit. C'est pas qu'il fait pas des choses là, mais il est toujours en porte-à-faux. Tout ce qu'il fait ne sert à rien et il est un peu pris pour un con en fait. Hein, ouais, il est bien gentil celui-là, il est instinctif, il est voilà, mais finalement vous le mettez toujours sur la touche, donc vous le laissez faire tout en le neutralisant. C'est un peu bizarre cette histoire. Donc c'est un petit peu, ça aurait pu être, on était à deux marches que ça fonctionne, hein, vraiment, parce que moi j'aime bien le personnage de toute façon. Mais ça ne fonctionne pas totalement pour moi parce que, et encore je suis parti pris parce que j'aime bien le perso. Donc imaginez quand même quelqu'un qui n'aimerait pas forcément le perso, je suis pas sûr que ça va le convaincre finalement que c'est intéressant, vous voyez. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Alors moi franchement, je vous dis sincèrement, je préfère Poe à Finn. Hein. Franchement, je préfère Poe à Finn parce que c'est comme ça. Je trouve qu'il est plus roublard, Poe il est plus bon vivant. Et je préfère son attitude. Hein, et je préfère peut-être l'acteur aussi, hein, c'est tout à fait possible. Parce que c'est vrai que Finn, je le trouve, excusez-moi, je le trouve inexistant. Alors autant dans le 7, c'était un peu la fraîcheur, voilà, mais là du coup, on commence à être sur lui, donc il peut plus être inexistant à ce point-là. Hein, il faut comme qu'il commence à se réveiller. Et j'ai trouvé qu'il était un peu mou du bulbe, à mi-chemin entre un petit peu d'humour, un petit peu de lâcheté. Et il n'y a pas des scènes mémorables non plus, avec la chinoise, on y reviendra. Donc bon. Mais pour revenir à Poe, si, c'est vrai que la scène d'ouverture, c'est quand même assez sympa. Voilà. Mais je crois que c'est voilà, juste la scène d'ouverture, le reste, là encore, ça manque peut-être un petit peu d'incidence, surtout pour un pilote. On sait que généralement, vous connaissez la défaveur des pilotes et des personnages non Jedi, qui seraient presque principaux. Et pour ça, voilà, faut leur donner quand même de belles actions, de belles répliques. Et là, on était peut-être en deçà de ce que j'attendais, moi, personnellement. Hein. Ce n'est que mon avis. Mais, bon, de tous les personnages, c'est peut-être pas le pire quand même s'il se fait traiter un petit peu comme de la merde par les dirigeantes, hein. Il est souvent... tout ce qu'il essaye de faire est souvent désamorcé. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, ça porte un peu atteinte à son utilité dans le film, hein, tout simplement. C'est-à-dire, si vous l'enlevez, bon, mis à part la scène d'intro, on va mettre ça de côté, ce qui fait quand même des bons trucs. Mais mis à part ça, voilà, ça aurait pas changé vraiment le schmilblick, hein, finalement. Hein. Parce que finalement, c'est Luke qui sauve le truc à la fin. Vous voyez, enfin... Qu'est-ce qu'il a fait vraiment Le problème de ce film, si vous voulez, c'est que là encore, franchement,
ils passent leur temps à fuir. Donc, c'est dur de leur trouver un truc à faire pour qu'ils respectent. Et alors, si vous n'êtes pas du côté obscur ou du côté clair, ou vous êtes un Jedi ou un Sith, bah votre intérêt se rapproche de zéro. Et oui, parce que du coup, vous faites que fuir, vous êtes qu'un simple humain qui n'a pas de capacité particulière. Voilà, donc c'est un petit peu problématique de ce point de vue-là. C'est là où c'est peut-être un petit peu mal écrit pour les personnages secondaires, encore une fois. Voilà, sinon j'ai rien de plus à dire sur ce personnage. Je continue de bien aimer, même si il va falloir que dans le 9 quand même il réalise une prouesse, parce que sinon un tel personnage doit être récompensé, ou peut-être puni, mais vous voyez, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Par exemple, la punition, moi je l'aurais plus vu beaucoup plus après la scène de départ, qu'il soit peut-être même enfermé, qu'il soit prisonnier quelques minutes, voilà, et qu'il soit ressorti ensuite. Ça aurait eu peut-être plus d'impact. Que là, il est puni peut-être trop proche de la fin, avec l'acte final, qui est intéressant sous certains aspects, mais qui, du coup, se désengage sur certains autres. Donc, je suis en mi-teinte pour ce personnage de peau. Maintenant, pour Finn. Alors, pour Finn, donc le fameux Stormtrooper, là encore, malheureusement, je trouve que pour un épisode 8 qui aurait pu être en plus, c'est un petit peu le Mass Effect 2 qui aurait permis de développer les liens entre les personnages. Putain, mais c'est la seule chose qu'il ne fait pas. Ryan Johnson avec ses personnages. Non, mais sérieux. C'est quand même une catastrophe ce film, sur ce point-là. Franchement, Finn, je crois qu'il n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui évolue autour de lui, ça c'est ok. Mais j'ai même l'impression qu'il n'y a pas tant de différence que ça, quelque part. Moi, je vois pas une évolution même pour tout le temps qui a été pris avec cette histoire bidon avec la chinoise, avec le casino, etc. Je trouve pas que leur relation évolue plus que ça. Et là, j'entends venir les kikoulol à 14 millions de kilomètres qui vont me dire « Oui, si ça évolue, la fille, elle l'embrasse à la fin. » Non, mais attendez, c'est parce que quelqu'un vous embrasse que ça fait évoluer la relation. Faut un petit peu de profondeur pour ça. Et malheureusement, là, dans ça, moi j'ai vu, ils font quelques pérégrinations ici et là, on les voit cavaler. Moi, la vision que j'ai d'eux, c'est les mecs en train de cavaler sur des montures, sur des machins. L'autre, il essaye de se sacrifier à la fin, ça rate. Donc en plus, voilà. Là, il est un petit peu dans la même situation que Poe, c'est-à-dire que tout est désengagé avec lui. C'est-à-dire que il peut même pas, le pauvre, il peut même pas servir à quelque chose, on l'en empêche. Alors, j'espère que dans le 9, ça change quand même un petit peu. Moi, franchement, j'aurais préféré qu'il meure. Il aurait servi à quelque chose, parce que pour l'instant, en vertu de ce qu'il a fait, sa mort aurait été plus utile que sa vie, parce que finalement, même sa relation avec Rose, je pense que ça peut mener à un triangle amoureux, tout ça, donc ça va pas m'intéresser. On n'aura pas le temps dans le 9, il y aura tellement de choses à construire, parce qu'on repart tellement de rien. Non mais c'est vrai, on repart tellement de rien avec ce 8e opus. Contrairement au 7 qui laissait peut-être un build-up un petit peu trop fort pour le suivant, c'est-à-dire le début du 8. Là, on repart vraiment avec rien, on reviendra sur la fin. Mais... Donc voilà, Finn, moi franchement, je trouve que c'est vraiment le personnage qui commence à servir à rien. Voilà. Et moi, je l'aurais bien vu mourir. C'est pour ça que j'y croyais, c'est pour ça que j'y ai cru quand la scène... Voilà, j'ai vu qu'il fonçait vers le truc, je dis ouais, il va se suicider, parce que c'est vrai qu'il sert pas à grand-chose. Et c'est une bonne utilisation du personnage, et ça aurait été épique. Manque de bol, cette connasse de Rose, qui va peut-être d'ailleurs être déçue, parce que j'ai toujours un doute sur le love interest de Rey. Il y a un petit doute encore. Et d'ailleurs, on va reparler de Rey et de Poe, notamment, parce que j'ai une petite intuition, et il y a des choses qui ont été laissées là, et je crois pas que ça soit par hasard. Pour ceux qui ont vraiment bien suivi, on va en reparler juste après, mais je finis d'abord avec Finn. Voilà. Moi, Finn, je suis même pas sûr qu'il gagne la fille à la fin. C'est ça qui est terrible. Et il va se taper l'Asiate. Mais s'il y a que ça sera faible. Je dis sincèrement, moi, j'aime bien les histoires d'amour. Enfin, je suis pas... j'aime pas les trucs à l'eau de rose totalement, mais si c'est bien fait, si c'est bien cohérent avec le truc. Mais là, je sais pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Et c'est pas le personnage qui est développé. Franchement, vis-à-vis de l'Empire et compagnie... Voilà, il se fight avec Capitaine Phasma.
voilà, Capitaine Phasma qui était déjà pas, vous voyez, c'est à grosse récompense, gros résultat, petite récompense, petit résultat, vous voyez, parce que Capitaine Phasma, bon, voilà quoi, c'est un personnage, comment dirais-je, ectoplasmique, hein, donc bon, là pour le coup, mais qui rêve de devenir Capitaine Phasma? Même Boba Fett avait plus de charisme, hein, quand même. Au moins, il essaye, voilà, il se tenait bien, voilà. Mais là, c'est quand même le capitaine en mousse, hein, excusez-moi, quand même. Puis alors, c'est vrai que maintenant que, dans l'imaginaire des gens, Boba Fett s'est fait bolosser comme ça, bah c'est vrai que, du coup, si Capitaine Phasma fait pas plus que Boba Fett en se démontrant sa haute valeur, bah, c'est encore pire, quoi, vous voyez, c'est un capitaine en femme, quoi, voilà. Hein. C'est un Boba Fett qui meurt en femme. Donc, pas très intéressant, aucun intérêt, sauf de créer un pseudo ennemi un peu plus fort que les autres. Ouais, enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, encore une fois, là, c'est raté. Donc, Capitaine Phasma, on peut le faire aussi comme ça, on la passe comme ça maintenant. Raté de chez raté. Il n'y a rien d'autre à dire hein, pour le Capitaine Phasma. Il n'y a que ça dans le film. Son duel avec Finn, qui est raté, parce que ça dure 2 secondes. Finn n'est pas en difficulté, elle meurt, fin du game. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment zéro. Elle développe rien. Elle nous a même pas lâché un bon traitor, mais des familles, c'est-à-dire qui aurait pu faire référence au mémé du 7e film. Même pas, vous voyez, donc ça aurait pu être drôle au moins de ce point de vue-là. Et puis qu'il fasse une petite réflexion genre ah, encore une fois, je suis un traître. Vous voyez, enfin n'importe quoi, quelque chose qui réagit sur ça pour dire ouais, j'ai entendu le mémé, et voilà, on fait un petit truc sur ça. Mais même pas, vous voyez, donc elle aura servi à rien de tout le truc, hein, de tout le truc. Bref, voilà, donc comme ça j'ai balayé Finn et le capitaine Phasma. Et on va parler d'un truc voilà, que je voulais aborder, petit intermède entre tous les personnages. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné du film, vous m'arrêtez si je me trompe, mais donc on a Rey qui arrive, qui est à pied, et qui fait la connaissance du coup de Poe Dameron. Hein. Et il m'a semblé que elle se présente, elle dit je suis Rey, voilà. Et comme rien n'est anodin, je peux vous le dire, ça, hein, il n'y a rien qui est fait de manière anodine, on a Poe Dameron qui dit je sais. Voilà, il répond par je sais. Donc tu peux pas, non mais tu peux pas, c'est-à-dire tu peux pas faire un truc pareil si derrière ils sont pas en couple, c'est pas possible. Hein. Alors après on peut toujours dire que comme Ryan Johnson aime bien casser les codes, c'était justement un bluff pour nous faire croire que bah ouais, du coup, c'est pour moi, ce serait raté. Parce que du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est que on croit que ça va être Finn Rey, et puis qu'en fait, parce que Finn Rey, c'est pas grand chose finalement. Ils sont pas, ils étaient, voilà, ils se serraient l'un contre l'autre, mais bon, il n'y avait pas non plus, ils tiennent l'un à l'autre, c'est possible. Mais voilà, enfin, il n'y a rien eu de plus, quoi. Vous voyez, enfin, c'est pas encore plié, quoi. Donc là, je vois un Rey Poe fortement envisageable. En tout cas, ça laisse une grosse porte ouverte. Je veux dire, si vous voulez que le truc fonctionne, il faut que ça fasse un couple dans l'épisode 9. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut faire un couple dans l'épisode 9. Et oui, parce que sinon, cette réplique ne sert à rien, c'est juste une private joke pour dire ah, on vous a bien bluffé, vous croyez que dans le 9, ça allait être Poe et Rey, mais en fait pas du tout, c'est bel et bien Finn, et Finn qui tège Rose. Mais, vu l'inflexion des choses, il semblerait que on nous colle Rose et Finn, qui à mon avis va se questionner dans le 9 autour d'un triangle amoureux. Il va se dire ah j'aimerais bien Rey, mais Rey peut-être ne sera pas disponible. Hein. Et donc du coup, la chinoise va essayer de lui faire comprendre qu'elle est là, etc. Et finalement ils vont être ensemble. Ça c'est le truc le plus probable. Et du coup, ça laisse le champ libre à Poe, Dameron et Rey. Hein. Donc pourquoi pas. Et c'est vrai que le je sais est très... Non mais écoutez, Han Solo, les gars, enfin je veux dire, si ça fait quoi, vous voyez, qu'est-ce que ça fout ici, pourquoi ça a été mis là comme ça, vous voyez, c'est quand même bizarre. Pour moi, attention, là c'est quand même un gros indice sur le 9, possiblement, sur une relation. Alors faudrait que je le voie en anglais peut-être, hein, ça se trouve c'est une faute de traduction, mais
vu comment ça a été... Vous voyez, parce que c'est que ça la scène en plus. Hein. Elle se présente, il dit je sais, et fin de la scène. Vous voyez, donc, à mon avis, il peut y avoir un truc. Hein. Franchement, c'est un gros indice, possiblement. Alors ensuite, on va parler de Snoke. Ah, Snoke. Alors ça, je crois que c'est le plus gros point du film hein, quand même. Hein. Donc on va quand même en parler sérieusement. On est à combien? On a 40 minutes quand même. Hein, donc je vais essayer de faire une petite heure. Hein, donc je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu. Allez, peut-être 1h30 si vraiment on veut pousser le game. Hein. Mais pas vraiment beaucoup plus. Hein. Je veux pas non plus que ça dure des lustres. Donc Snoke. Snoke, donc, personnage qui était quand même très intriguant dans le 7e opus, rappelez-vous, il y avait plein de théories sur ce personnage, c'était un truc de malade. Et, alors, il y a Rian Johnson qui a pris le parti pris de le tuer. Hein, on va dire, voilà, on va résumer ça, parce que c'est que ça, hein, voilà, le reste est oubliable pour ce personnage, malheureusement. Et donc il a pris le parti de tuer Snoke. Alors ça pour moi, c'est peut-être la plus grosse erreur qu'ait fait Rian Johnson dans son film. Parce que du coup, si on parle d'une trilogie, tu respectes pas. Parce que du coup, à quoi, je pose la question, à quoi a servi Monsieur Snoke dans cette histoire ? À quoi a-t-il servi? Alors vous me direz, oui, bah, ça peut très bien se passer. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un leader qui a été tué. Bon, voilà. Ouais, mais quelle est son histoire? Comment il a recruté Ben Solo? Et puis, j'ai envie de te dire, donc tu fais mourir de manière aussi pérave un adversaire de cette importance. Alors, j'imagine que l'objectif derrière tout ça, c'est de se dire. Le mec il pète tellement la puissance et tout qu'il n'a pas vu une simple trahison de la part de son élève, etc. Bon, je suis désolé, hein, mais c'est nul. Hein, c'est nul. Ça ne rend rien à l'écran. Hein, ça ne rend rien à l'écran. Au final, quand vous y repensez, vous dites c'est encore pire, parce que finalement, on n'a rien appris. Voilà, en fait, c'est juste le méchant de base qui fait le méchant, qui a juste pour mission, vous voyez, de convertir Rey, etc. Mais c'est faible, c'est très faible. Hein. Voilà, pour un film Star Wars, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit développé. Quand j'ai vu dans le trailer qu'il y avait cette scène du trône, je me suis dit bon, il va lui faire du mal, voilà, il va essayer de la convertir. Tout ça pour au final le tuer, c'est... Ah non, là ça va pas, hein. Je peux vous dire que ça va pas. Parce qu'en fait on repart, alors en fait quelle est l'idée derrière tout ça? C'est que, ouais, ça va pas être comme le retour du Jedi comme ça. Ouais, sauf que ça fonctionne pas du tout en fait. Donc c'est bien, non mais c'est bien de changer un petit peu les choses, mais... Et de casser les codes, mais le problème c'est qu'en fait ça va être de la merde après, parce que ça va être Ben Solo. On va toujours avoir un Ben Solo qui s'est un petit peu amélioré quand même, hein, soyons honnêtes. On en parlera juste après de Ben Solo. Mais voilà, enfin, est-ce que c'est un ennemi? C'est un ennemi qui va être entre deux eaux. J'ai peur quand même. Hein. J'ai peur que ça soit pas assez puissant comme résolution, surtout qu'il n'y a plus Luke en plus. Vous voyez, donc c'est encore un élément qui a été enlevé. Il se prive du coup d'un Luke Snoke et d'un Ben Solo versus Rey le retour. Ou vice-versa, hein, que Ben Solo ça soit face à Luke et que Rey soit face à Snoke. Enfin, vous voyez, il y avait moyen de faire des trucs de malade. Hein. 2 duels dans l'épisode 9. Et là, on va se retrouver avec un énième duel Rey-Ben Solo. Ça va être non, mais ça veut dire que ça programme déjà un duel déjà vu. Déjà, première chose. Hein. Là où George Lucas avait fait les choses bien, il n'avait jamais fait 2 fois le même combat. Hein. Il y avait Dark Maul 2 versus 1. Dans le Revanche des Sith, il y avait Obi-Wan versus Anakin. Alors certes, dans le 4, il y avait le match retour, mais c'était Dark Vador, donc c'est un petit peu différent, et puis c'est pas le même style de combat, et puis ça, c'est au début, finalement, du film, hein, c'est pas vrai... Non, attendez, je me rappelle plus. Non, c'est peut-être quand même de manière avancée, mais bref, c'est... Voilà, c'était pas le cœur du truc non plus. On avait le combat Yoda contre l'Empereur, oui, enfin... Quand même, c'est aussi un petit peu ça, vous voyez, des trucs épiques, voilà, des affrontements. Là, alors, on se dit, bon, ok, tu veux pas de combat.
ok, y a pas de souci. Enfin, si, il y a un combat après, mais bon, c'est bidon, donc on va pas en parler. Mais tu veux pas de combat contre deux éléments, voilà, badass. Bon, ok. Mais qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Peut-être que ça va faire une scène très très émotionnelle, magnifique et tout. Franchement, j'essaye de m'en souvenir là, mais je trouve ça assez maigre. Enfin, oui, enfin, j'en ai pas retiré. J'étais pas sur le cul quand j'ai vu cette scène, hein, franchement. Je parle juste avant la mort hein, de Snoke. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas troué le cul. Alors pourquoi? Je sais pas. Ça aurait peut-être pu être épique hein, quand même, mais je sais pas. Peut-être que les enjeux n'étaient pas fous non plus. Hein. Donc il y a déjà la manière dont Rey est arrivé dans la station m'a un petit peu dérangé. Je trouve que c'est un petit peu bidon. Voilà, tu te livres à l'ennemi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Euh, Donc si on apprend que Snoke a créé le lien qui lui a permis comme ça de manipuler un peu la. Bon, ça, oui, d'accord, ça c'est pas mal, mais c'est pas. Enfin, franchement, moi, d'instinct, la scène ne m'a pas tué non plus. Vous voyez, ça m'a pas paru fou. Puis après arrive donc la mort de Snoke et ensuite ce combat qui n'a aucun sens puisque c'est des randoms. On sait très bien qu'ils vont pas mourir contre des randoms pareils, hein, c'est évident. Donc voilà. Ce qui est surprenant, peut-être le plus intéressant dans cette scène, c'est sans doute le revirement de Ben Solo. Du coup, là, il devient intéressant. Vous voyez, parce que ce mec est complètement. Vous ne savez jamais sur quel pied danser avec lui. Hein, donc, ça, c'est très intéressant, ce revirement. Enfin, je veux dire, avec ces ingrédients-là. Hein. C'est pas que j'ai aimé la scène, hein, mais c'est dans son ensemble, je ne l'ai pas aimé, mais j'ai trouvé que ce revirement-là, du coup, qu'il lui refasse du sale derrière, c'est intéressant. Hein. C'est. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, là pour le coup, on casse les codes pour de bonnes raisons. Hein. C'est-à-dire que le mec qui a été converti, mais non, finalement il revient, il repart dans son délire. Je trouve ça, c'était bien fait, ça m'a bien plu, ça, vraiment. Euh, donc ça, c'était bien. Mais sinon, voilà, la scène dans son ensemble, pour moi, c'est à 10 000 lieues de. Enfin, d'ailleurs, le repompage de Rey qui est devant la fenêtre, qui regarde ses amis se faire démonter, sauf que ça n'a pas du tout le même effet parce que c'est plutôt une course-poursuite que vraiment vous sentez une vraie menace. Alors que dans le retour du Jedi, vous sentez vraiment que ça part en couille parce que tous les éléments des trois actions, Endor, l'espace et donc du coup la salle de l'empereur, vous sentez que c'est la merde. Dans tous les cas, il n'y a plus de solution, etc. Donc c'est beaucoup plus fort en fait. Hein. Mais c'est repompé. Et c'est repompé encore une fois en moins bien. Donc ça, il va falloir arrêter avec ça. Parce que là, si vous faites ça, vous atténuez le film encore plus. Hein. Voilà. Et en plus des repompes. Oh là là. Ouais, mais les clins d'œil, c'est même plus un clin d'œil là. Non, là, c'est plus un clin d'œil à ce niveau-là. Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'on est dans un moment très important du film. Et quand on est dans un moment important d'un film comme ça, on ne peut pas se permettre pour quelque chose d'aussi important de remettre les mêmes phrases ou la même insinuation devant la fenêtre, hein, devant la projection, je crois, il me semble bien d'ailleurs. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. On garde ça soit pour des private jokes quand c'est fun ou quand il n'y a pas de tension, mais jamais dans les moments importants. Hein, ça, c'est une règle de base. Pourtant, moi, je suis pas de cinéma, hein, mais ça me paraît évident. Ben, apparemment, il faut quand même faire du fan service de merde qui ne fonctionne pas d'ailleurs, hein, parce que moi, je suis fan et je n'ai pas aimé. Hein, donc voilà, hein, voilà. C'est quand même un petit peu problématique tout ça avec Snoke. Hein. Pour moi, Snoke, c'est un gâchis, c'est le plus gros gâchis de cette saga. Et vous verrez que, quels que soient les combats qui se préparent, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand choix, parce que finalement, on n'a pas énormément de Jedi en lice. Hein. On a Rey et on a Ben Solo. Donc évidemment qu'on va se diriger vers un duel entre deux. Hein. Donc ça va être le retour. Donc déjà, ça va faire une redite. Hein, je vous le dis de toute façon. Ça sera pas le même endroit. Évidemment qu'il n'y aura pas la même chorégraphie. Ça sera peut-être plus un truc vraiment badass. Un peu à la Obi-Wan versus Anakin dans le troisième opus. Où vous avez vraiment fait une scène de malade. Hein. Maintenant, elle a intérêt à être bien cette scène. Parce que sinon, ça va être raide. Hein. Et là encore, moi je préférais personnellement quand je pensais que Snoke était, voilà, le maître de Dark Sidious. Hein. Ça me vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de rêves. Hein. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous? On sent de toute façon, hein, je vous le dis sincèrement, que là,
cette saga, elle est un petit peu foirée, à mon avis. Hein. Si vous voulez mon avis, l'épisode 8 était quand même l'épisode le plus important pour faire la transition entre deux épisodes. Et on voit déjà où on va aller là. Hein. On a déjà quelques éléments. Surtout avec la mort de Snoke. Hein. En plus, avec la mort de l'actrice Leia, elle pourra même pas rejoindre Rey pour faire Girl Power, on va tous les niquer, même pas. On pourra même pas faire ça. Donc voilà. Hein. À mon avis, c'est un petit peu... C'est un petit peu mort pour cette saga, je pense. Peut-être l'épisode 9, comme ça va être un peu la fin, ça sera peut-être un peu plus épique, ça sera peut-être un peu le meilleur des trois, peut-être. Hein. On peut même pas en être sûr. Donc voilà. Hein. J'ai quand même des réserves, hein, de plus en plus. Hein. Je vous dis, je vous cache pas que je suis assez... Donc là, je peux le dire, avec tout ce que vous m'avez entendu dire, j'ai été très déçu de Star Wars 8 quand même. Hein. Globalement, je trouve qu'il ne remplit pas sa part du contrat, mais je n'ai pas fini, je continue. On va enchaîner avec Ben Solo. Alors Ben Solo, c'est la bonne surprise de ce film. Bah déjà, je peux dire que dans le 7, rappelez-vous de ma review, j'avais dit quand même que Ben Solo, c'était le mec que je n'arrivais pas à cerner. Et pour cause, c'est normal, puisque le mec n'arrête pas de faire des va-et-vient entre le côté clair et obscur. Et je commence à comprendre l'intérêt de ce personnage. Maintenant, moi, j'ai deux problèmes. Premier problème, je trouve que dans le 7, il avait été mal servi. J'ai mieux aimé les revirements du 8 pour ce qu'on essaye de raconter entre un mec qui arrête pas de trahir et de faire des revirements. C'est mieux écrit dans le 8, j'ai trouvé. Donc Ben Solo est mieux dans le 8 dans tous les cas. Il est mieux servi, il est mieux... Voilà, ça c'est sûr à 100%. D'ailleurs, j'ai adoré quelques trolls faits au 7, et des bons trolls d'ailleurs. Ton masque est ridicule, tu t'es fait poutrer par Rey. Alors ça, franchement, c'est assez énorme, franchement. C'est quand même... c'est du gros troll, c'est énorme, hein, ça franchement... j'ai trouvé ça assez marrant quand même. Et j'aime bien quand les scénaristes confessent leurs crimes. J'aime bien, non mais j'aime bien, parce qu'au moins, ça respecte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris, ils ont rattrapé le truc un peu à temps, et comme ça, Rey, on peut dire que bon, il était blessé quelque part, on peut trouver des excuses, hein, vous voyez, quelque part. C'est... Voilà. Hein. Snoke lui-même nous dit que Ben Solo n'était pas à son max. Comment t'as pu te faire battre par cette femme-là? C'est pas possible. Hein. T'as pas respecté, t'es un bonhomme, qu'est-ce que t'as foutu? Hein. Là, ça me plaît. Ça me plaît parce que on remet les choses à leur place, hein, quand même. Rey, elle a pas à être à ce niveau-là contre Ben Solo qui était entraîné, qui en plus on a vu dans comment on appelle ça? Oh putain, j'ai perdu un nom aussi simple que ça, les flashbacks, voilà, les flashbacks. On a vu en plus que le mec dès le départ avait un putain de potentiel de malade, qu'il a été formé, donc d'abord par Luke et ensuite par Snoke. Donc franchement, il y a un problème là. Voilà, il y avait un problème, même blessé, il aurait dû être à 80%. Voilà. Mais bon, dans l'embrouille, comme il récupère ça avec le 8, on va dire que c'est bien joué. Hein, on va dire que c'est erreur bellement, je sais pas si ça se dit bellement, bien rattrapé. Hein, voilà, c'est pas mal. Donc, Ben Solo, c'est pas mal ce qu'ils ont fait avec ce film, mais Ben Solo souffre malheureusement du scénario et de toutes les postures des autres personnages qui sont pas top. Du coup, malheureusement, il a pas de chance, hein, ce Ben Solo. Quand il devient bien, eh ben, c'est un petit peu délicat pour les autres. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait de Adam Driver, c'est-à-dire Ben Solo, dans ce film-là. Donc, c'est pour ça que j'ai encore une petite lueur d'espoir, parce que je me dis que s'il évolue encore dans le 9, on peut peut-être arriver à un truc sympa. Hein, là, je change un petit peu mon fusil d'épaule par rapport au 7. Alors, ça n'enlève pas que dans le 7, je le trouve mauvais. Hein, c'est vraiment, j'avais pas aimé. C'était le seul personnage qui me posait souci. Là, j'ai trouvé que c'est pas mal, hein, quand même. Et encore une fois, on ne tient pas compte de l'histoire générale, qui est pour moi mauvaise. Hein, mais par exemple, c'est toutes les phases où il intervient, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Son lien avec Rey, il y a une petite confusion, j'aime bien. Il y a un petit truc comme ça qui est sympa. Donc du coup, ça renforce aussi l'idée qu'ils sont peut-être jumeaux, hein, frères et sœurs, parce que pour avoir une connexion aussi facilement, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Hein, là,
Moi, personnellement, ma théorie favorite, mais de toute façon, j'avais dit que Snoke, c'était le maître de Sidious, donc vous voyez, je me suis planté complètement, hein, parce que sinon, il l'aurait pas fait mourir à ce moment-là. Moi, ma théorie, c'est que Rey, c'est la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. C'est ce qui me ferait le plus kiffer par rapport à Rebels, etc. Euh, mais voilà, après, c'est quand même... on sait pas. Hein. Là, peut-être que ça peut être ça, peut-être que c'est frère et sœur avec Ben Solo, je sais pas. Hein, voilà. Bon, après, franchement, si c'est ça, c'est un peu convenu. Hein, franchement, c'est-à-dire que ce qui était trop convenu, c'était de faire elle est la fille de Luke. Voilà. Ce qui était moins convenu, mais quand même qui respectait l'hommage, voyez, fait à la saga, c'est qu'il y ait un Skywalker et un Kenobi. Et que la Kenobi, ça soit Rey, en fait. Hein, pour que ça fasse un petit peu la confrontation Obi-Wan versus le Dark Vador, etc. Hein. Ça aurait pu avoir du sens. Hein. Donc, à voir, à voir. Hein. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Après, on verra. Hein. Moi, je ne crois pas à l'histoire qu'elle n'ait pas d'origine, qu'elle ne vienne de nulle part. Hein. Je pense que ça, c'est du bullshit. D'ailleurs, dans ces visions, on voit des gens la déposer, il me semble bien, hein, sur cette planète. Donc, je crois pas que ça soit dû au hasard que cette vision-là soit là pour rien. Hein. Je pense que c'est bidon. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis. Donc Ben Solo, j'ai bien aimé, hein, bizarrement j'ai bien aimé, et d'ailleurs c'est assez étonnant, mais je crois que c'est celui qui m'a le plus convaincu, c'est quand même extraordinaire. Hein. Dans le 7 c'est l'inverse, c'est celui qui m'a le moins convaincu, mais dans celui-là, c'est peut-être celui qui apporte le plus d'intérêt, vous voyez, son comportement du coup flottant, vu que le film est très long et qu'il ne se passe pas grand-chose, eh ben, ça attire l'attention, et je trouve que c'est intéressant quand même. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors après, on s'entend. Moi, j'ai mis un doute quand même, juste un petit doute sur ce personnage, sa capacité à être un leader. Et oui, parce que être un leader, justement, là, on va avoir un problème. Ils le mettent, alors c'est peut-être un troll, hein, c'est peut-être fait exprès, c'est justement pour ça, mais ils le mettent dans la situation où il faudrait pas qu'il soit. Parce qu'en fait, ce personnage, c'est l'hésitation constante. Or, un leader qui hésite tout le temps, ça tue un petit peu le charisme. Mais peut-être qu'on va être surpris. Et justement, peut-être que dans le 9, ça va être un superbe leader qui aura changé, il aura peut-être un peu de barbe, je sais pas, oui, un truc où tout à coup, le personnage aura vraiment mûri. Oui, enfin, il y a peut-être des choses encore intéressantes à raconter avec ce personnage pour le faire évoluer. Il y a des petites pistes comme ça qui sont intéressantes. Parce que c'est vrai que moi, je préférerais dans le 9 qu'on ait un adversaire bien badass, là, qui déchire bien tout le monde, et pas un mec qui hésite tout le temps. Parce que finalement, ça va flotter jusqu'à la fin du 9 où il va renoncer, soyons clairs. Si il continue de le faire quand même hésiter comme ça, forcément, on va avoir un retournement. C'est Disney, hein, voilà, c'est pas non plus... c'est pas un film noir. Donc voilà, il va se retourner, fin d'histoire. Vous voyez, donc... on n'aura pas eu de méchant, et ça peut vraiment manquer, surtout pour une saga quand même. Il faut des choses qui portent, et qu'est-ce qui peut porter plus que un Dark Sidious là, qui domine, qui est vraiment puissant, et qu'on voit. Et c'est pour ça que la mort de Snoke est à mon avis problématique. Hein, mais bon, on verra, parce que je ferai sans doute la review de l'épisode 9, hein, comme ça, jamais 203. Mais à voir, hein, à voir. Ben Solo, je suis curieux. Maintenant, autant dans le 7, j'étais curieux pour de mauvaises raisons. Pour voir dans le 8, est-ce que ça va pas être encore un problème, ce personnage? Là, maintenant, c'est peut-être lui qui m'intéresse le plus. C'est pour vous dire, quand même. Hein. Même Rey, elle m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse pour Rey, c'est ses origines. Juste ça. Le reste, je m'en fous. Je trouve que le personnage dégage pas un charisme fou. Elle est pas repérable, vous voyez, en termes de... Alors, je sais bien que il faut pas trop aller non plus vers le stéréotype ou l'archétype, mais entre le stéréotype et quelqu'un qui n'a rien pour l'identifier, vous voyez, enfin, il y a quand même une marge. Hein. Allez, on enchaîne avec Rose, plus vite cette fois, hein, parce que c'est vrai que c'est des petits personnages. Alors Rose, moi j'ai trouvé que ce personnage n'apportait pas grand-chose. Bon, sa sœur, sa mère, je me rappelle plus trop, meurt au début du film. Donc du coup, il y a le petit collier, bon... oui et non, quoi. Hein. C'est... Bon...
Alors, en même temps, c'est un personnage secondaire que vous intégrez maintenant, et il faut... Voilà, bon après ça fonctionne moyennement. J'ai pas grand chose à dire sur ce personnage. Euh, Elle est un petit peu, voilà, elle se noue avec Finn, voilà. Enfin, franchement, j'ai rien à dire sur ce personnage. Je me rappelle pas de scène qui m'aurait marqué. Euh, ouais. Il n'y a pas de construction autour d'elle particulière, hein, vous me reprendrez dans les commentaires si je me trompe, hein, mais voilà. C'est pas que c'est un mauvais personnage, hein, mais c'est voilà, c'est un petit peu à l'image de Finn d'ailleurs. Hein, c'est voilà, c'est pas un mauvais personnage en fait, hein, mais on n'en fait pas grand chose en fait. Hein, donc du coup, j'ai pas grand chose à dire. Alors là où Rose a une excuse, c'est que c'est un personnage encore plus secondaire, et donc du coup, on peut lui pardonner le fait qu'elle soit moins mise en avant, contrairement à Finn d'ailleurs, hein, voilà. Non, qui est quand même censé faire partie du trio de tête, hein, quelque part. Donc voilà, je ne saurais pas quoi vous dire là, donc je passe. Hein. J'ai envie de dire je passe. Voilà. Chewbacca, bah, c'est pareil. Là pareil, ça va être très rapide hein, tous ces personnages là, parce que Chewbacca, même il m'a pas fait je sais pas comment on dit, le hèlement, je sais pas comment le beuglement qui m'a fait vibrer, vous voyez, le beuglement au bon moment. Hein. Peut-être si, voilà, la petite scène avec la petite créature, mais c'est plus la créature, du coup. Le parallèle entre la petite créature et le moment où il veut manger... si ça, c'était voilà, ça c'est un peu sa scène, hein, la scène du film. Je crois que c'est la seule, d'ailleurs, si je me souviens bien, avec Chewbacca, où c'est assez drôle, parce que lui, ça... Voilà, les Wookiees, c'est comme des mecs baraques, et vous avez cette petite créature qui lui fait des yeux mignons pour dire ne mange pas de la viande, etc. Donc ça, c'était assez marrant, quand même. Mais voilà, bon sinon, bon, c'est un personnage secondaire, hein, Chewbacca, mais dans les autres, peut-être que même dans le 7, il avait un rôle plus important, quelque part. Hein. Il avait quand même fait l'exploit de blesser euh, Ben Solo, donc c'est quand même un truc de malade. Hein. Donc, voilà, moins mis en avant. C'est pareil là que Rose, je sais pas trop quoi vous dire. En même temps, bon, c'est Chewbacca, hein, il peut pas s'exprimer, mais bon, peut-être une scène de plus, ça aurait été sympa. Vous voyez, peut-être faire usage de sa force, vous voyez, qu'il soit quand même plus mis en avant. Le problème, c'est que le groupe de ce film, ou plusieurs groupes même, passent leur vie à fuir. Donc, et puis lui, alors au début, il est avec Rey, donc il fait rien. Et puis après, voilà, et ça fuit, et il arrive avec Rey à la fin, et il n'y a pas grand-chose du coup, hein, voilà, donc forcé. Ensuite, le Hux. Alors Hux, c'est le mec, vous savez, le blondinet qui croit prendre le pouvoir à un moment donné, et puis qui le prend pas, etc. Pareil, là, c'est un rôle assez secondaire. Je trouve pas qu'il y ait un charisme particulier de la part de cet acteur. C'est le suivant qui a de l'ambition. Hein, voilà. Ça m'a pas fait vibrer, on n'a rien raconté particulièrement autour de ce personnage-là. Voilà, puisqu'il rentre dans les clous à la fin du film, puisqu'il va suivre Ben Solo, qui a le dessus avec la force, hein, qui prend le pouvoir. Voilà, fin du game, voilà, il n'y a rien. De toute façon, comme tous les officiers, mis à part si vous faites l'amiral Tron, qui lui a un putain de charisme, c'est dur quand même de mettre quelque chose sur le général Hux, hein, excusez-moi quand même, hein, mais voilà. C'est un petit peu comme le capitaine Phasma, c'est des mecs un petit peu ectoplasmiques, même s'ils parlent beaucoup dans le film, hein, je reconnais, non mais je reconnais quand même. Voilà, c'est pour regarder la situation spatiale, dire attention ils nous attaquent, envoyer les chasseurs, oui. Enfin c'est juste ça en fait, hein, non mais voilà. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas trop, hein, voilà. Alors par contre, contrairement au personnage suivant, Améline Holdo. Donc ça c'est la meuf avec les cheveux chewing-gum violet, hein, vous reconnaîtrez. Vous connaissez hein, les bails du game, bien évidemment. Alors ça, c'est étonnant parce que là, il y a un truc avec ce personnage. Hein. Pour le coup, il y a un truc scénaristique avec ce personnage. Il y a une présence. Mais du coup, c'est vrai que là, je vais pas dire la chose et dire que c'est moi qui ai pensé, mais je regardais un review sur justement de quelqu'un, je crois que c'est, comment il s'appelle Durandal, il me semble bien, voilà ce nom. Durandal, justement, qui faisait sa review et qui disait
quel était l'intérêt de cacher le truc tout au long de, vous voyez, de la mission? Et c'est vrai en fait. Alors, mis à part pour craindre peut-être qu'il y ait une trahison, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que du coup, ça rend le truc un peu ambigu. Et finalement, c'est vrai que quelque part, quand vous y réfléchissez bien, ça n'apporte pas grand-chose en fait, puisque tout ça, tout ce que fait notamment Poe Dameron, ça ne sert à rien en fait. Tout ça est annulé quelque part à chaque fois. Euh, et en fait, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que Améline Holdo, elle est là pour faire un feu d'artifice. Vous voyez, elle fait office de feu d'artifice, pendant ce temps, il ne se passe rien. Voilà. Donc tout ça, c'est du fake pour occuper le spectateur, pour qu'à la fin on découvre qu'ils vont aller derrière la planète, pour que finalement quand même l'ennemi les débusque. Enfin bon, ça c'est le, comment dirais-je, c'est les aléas, mais pour vous dire que ça n'a servi à rien. Tout ça, en fait, l'épisode 8, je pense que malheureusement, je ne prendrai pas grand plaisir à le revoir. Et oui, c'est ça. Moi, les prélogies et trilogies, je prends toujours beaucoup de plaisir à les revoir. Là, franchement, avec ce truc tiré en longueur qui ne sert finalement à rien, où on croit que c'est une traîtresse, parce que c'est vrai que c'est... Ils font les enfoirés, parce qu'à un moment donné, la première finalement confrontation avec elle, donc elle fait un peu la meuf un peu sèche, et puis il y a une musique un peu obscure derrière, donc on veut nous faire croire vraiment qu'elle est méchante et nous insinuer que elle fait du sale, hein, voilà, que c'est une traîtresse. Bon, au final, pour que ce soit pas le cas, etc. Donc le retournement est sympa, mais en fait c'est le pourquoi du retournement, donc déjà d'un point de vue pourquoi elle cache cette information, et puis deuxièmement d'un point de vue, je dirais, plus récompense du visionnage. Il suffit que je regarde le film une deuxième fois pour que tout ça ne serve plus à rien. C'est un peu le problème des Kaiser Soze style. Hein. Kaiser Soze, rappelez-vous, c'est le suspect idéal, hein, usual suspect. Où, quand vous revoyez le film pour la deuxième fois, alors c'est bien peut-être la deuxième fois, mais dès la troisième fois, je crois que ça ne sert plus à rien, parce que du coup, après, vous êtes grillé, vous connaissez du coup le twist final, et du coup, ça n'a plus grand intérêt. Hein. Et ben là, c'est pareil, en fait. C'est que, et en plus, pour un film qui dure 2h30, et qui est hyper long, et vous n'avez pas envie de vous taper ça, voilà, c'est trop long pour ce que c'est. Et c'est ça le problème, hein. C'est que là où les 6 épisodes précédents racontaient une histoire, là on parle d'une fuite, d'un mec Luke qui hésite, etc. Enfin, vous voyez, on raconte pas grand chose quand même, hein, pour ce temps-là d'écouler. Donc je suis quand même un petit peu sceptique. Hein. Bon allez, on va un petit peu accélérer. C3PO R2D2. Alors là, malheureusement, je crois qu'ils sont encore plus absents que le précédent film. C'est-à-dire que là, vraiment, je crois qu'ils ont une ligne de dialogue dans le film. Donc évidemment que ça ne mérite pas plus qu'une phrase de description. Ils ne servent à rien. Voilà, enfin, ils sont là. Hein, oui, ils sont là, mais là, pareil que d'autres personnages. Ils n'ont pas été mis en avant, donc je peux rien en dire. Est-ce que c'est gênant? Pas forcément. Mais ils ont même pas la micro-scénette, vous voyez, qu'aurait pu avoir un BB-8 par exemple. On sent que BB-8 c'est vraiment le nouveau droïde. Mais du coup ils ne servent plus à rien ces droïdes. Hein. Franchement, autant les détruire peut-être, hein, qu'ils explosent définitivement dans une belle scène. Parce que si c'est pour ne rien en faire, c'est bien voilà, qu'ils soient là, mais bon... Vite fait quoi, hein, voilà. Bon, au moins vous me direz, ils prennent pas de la place pour rien, pour des scènes inutiles. Mais peut-être une micro-scène, voilà, parce que entre ne pas du tout exister, mais être vu, et prendre de la place pour rien, il y a quand même une marge, vous voyez. On peut faire une mini-scène assez drôle, et voilà, on se dit, voilà, ça c'est la scène de R2D2, j'ai rigolé, voilà, c'est parfait. Hein. Et enfin, dernier personnage dont je vais parler, c'est Monsieur Yoda. Alors là aussi, il y a des choses à en dire, et pas mal. Yoda m'a surpris dans ce film. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que, en tant que spectre de la Force, ils réussissent à claquer des doigts et faire tomber la foudre sur les finalement bibliothèques Jedi, etc. Alors ça déjà, ça m'a posé un problème puisque c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr en fait. C'est-à-dire que
Moi, j'ai toujours cru que les spectres de la force, ils étaient là, mais ils étaient morts, quoi. Donc ils avaient plus d'influence sur le monde physique. Hein. Et là, en fait, c'est coup sur coup, en fait, Yoda. Donc dans un premier temps, il va faire ça, mais quelque part aussi, il va imposer, vous voyez, son truc. Alors, je sais que Ryan Johnson disait que il voulait un Yoda un petit peu plus taquin, un petit peu comme dans l'épisode 5, hein, où le mec était un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus fouineur, un peu plus taquin, etc. Pas de souci. Mais là, je pense qu'il s'est planté. Il s'est planté parce qu'il a confondu le côté taquin et, vous voyez, ce petit côté, vous voyez, quand l'autre il tape avec sa canne dans l'épisode 5, hein, ce petit côté-là. Hein. Et le côté, je fais la chose à la place de Luke, vous voyez. Et ça m'a dérangé. C'est plus ça qui m'a dérangé que, parce qu'à la limite, moi, ça me dérange pas que, à la limite, bon, on admet, c'est canon maintenant en plus, hein, c'est vraiment terrible, mais c'est canon qu'un spectre de la force fasse quelque chose. Ce qui est quand même étonnant, hein. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Mais ça m'a sans doute aussi choqué parce que c'était Yoda et qu'il intervenait comme ça, vous voyez, c'est ça un peu. Mais Yoda, c'est quand même le sage. Hein, c'est quand même le sage. Alors même s'il est taquin après l'épisode 5, ce qui est vrai, moi je pense qu'il fallait... il fallait pas la jouer comme ça. Vous voyez. Je pense que Luke, il avait besoin d'avoir une leçon. Il avait tellement de peur, en fait, hein, finalement. Et cette peur le menait au côté obscur. Il avait peur de former, peur de retourner du côté... enfin, de retrouver la force, tout simplement. Donc le côté clair. Et je crois que du coup, Yoda, c'est pas le comportement d'un maître Jedi. Vous voyez. Même s'il est taquin, même si Ryan Johnson a voulu reprendre le Yoda taquin de l'épisode 5. Ok. Mais ce n'est pas le comportement, je trouve, d'un maître Jedi que de imposer la réponse immédiatement par un claquement de doigts. Hein. Moi, je pense qu'il aurait été plus judicieux que Luke, parce que j'ai l'impression que Luke en plus hésite à un moment donné. Il veut détruire, et au moment où c'est détruit, il regrette. C'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être que vous me reprendrez, hein, mais... Parce qu'il se dirige vers ça pour essayer de sauver les éléments, mais il se dit non, laisse tomber, etc. Hein. Finalement, ça peut aussi être des boulets, etc., l'enseignement Jedi. Hein. Mais, ce qui aurait été intéressant, alors là je vais faire mon professeur scénario, hein, mais... C'est que par exemple, Luke, dans un accès de, je sais pas de colère, mais de peur par exemple, parce que c'est un peu la dynamique, de peur que tout ça se retourne encore contre lui, ils mettent le feu, et ensuite, voilà, il a une prise de conscience, il se dit putain non, j'aurais pas dû faire ça, faut que j'éteigne le essaye d'éteindre le feu continue, vous voyez, et il tombe sur les fesses, et là il y a Yoda qui apparaît, vous voyez. Et voilà, il le rassure, il dit t'inquiète, voilà, maintenant il faut passer à autre chose, etc. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et oui, et oui. Et je suis désolé, mais là, ouais, dites-le dans les commentaires. Je suis un meilleur scénariste que Ryan Johnson, parce que ça aurait été bien meilleur. Et ouais, moi j'ai direct pensé. Quand j'ai vu la scène, j'ai dit ah non, c'est dommage. Si ça avait été fait différemment, ça aurait été plus intéressant. Hein, ça aurait pu envoyer un bon message. Là, je trouve d'ailleurs que quand j'ai vu la scène, je trouve que c'était là encore, Ryan Johnson essaye de casser les codes, mais ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce que ça ne tient pas, en fait. Il aurait fallu faire une scène, comme je vous ai dit juste avant, ça aurait pu être la meilleure scène du film. Parce que déjà, dans cette scène, j'avais un petit quelque chose quand même. Je me suis dit, putain, Yoda, ouais, c'est cool et tout, voilà. J'étais bien. Hein. J'irais pas jusqu'à dire que j'avais la larme à l'œil, mais j'étais légèrement ému. Vous voyez, légèrement, parce que j'ai aimé les ingrédients de cette scène et j'aurais voulu en avoir bien plus. Ça aurait pu être la deuxième meilleure scène de ce film. Voilà, la prise de conscience de Luke. Finalement, cette scène, elle n'est pas si forte que ça actuellement dans ce film. Voyez. Et c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel de malade, vraiment. Et là, je me suis dit, putain, mais oh là, ça aurait été tellement mieux que Luke fasse l'acte destructeur. Voilà. Qu'il le regrette juste derrière et qu'il essaie d'éteindre, mais n'y arriveront pas, il tape avec je sais pas quoi, une serviette ou je ne sais pas, et que ça ne fonctionne pas, que le feu se répande, qu'il tombe sur les fesses, et qu'il y ait Yoda qui arrive à ce moment-là.
Et en plus, ça aurait été magnifique parce oui, il y a un Luke qui est en désarroi total et le petit Yoda qui apparaît juste à côté de lui sur un tronc d'arbre ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça, c'est ça qu'on voulait voir. Ils l'ont pas fait comme ça, j'ai trouvé que c'est dommage. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était dommage. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est une scène un petit peu gâchée. Non pas qu'elle soit mauvaise, mais elle est brouillonne et elle pouvait être bien meilleure que ça. Franchement, je vous le dis sincèrement. Dommage. Surtout pour l'apparition du Yoda, excusez-moi. Yoda, tu peux pas tester, hein, donc fallait faire un truc un peu... Voilà. Et puis ce comportement bizarre de faire les choses à la place, je trouve que c'était un peu bizarre. C'est pas Yoda, il est plus dans le monde réel. Vous voyez, et symboliquement, alors même si on me dit que les spectres de la Force, ils peuvent agir, pas de souci, mais symboliquement, un Jedi, voilà, il te vole pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'a posé souci dans cette scène, en fait. Bref, donc du coup, j'ai été content de revoir Yoda, ça fait toujours plaisir. Il a une gueule un peu bizarre, je sais pas de quoi ça vient, mais bon, on va dire que c'est Yoda, hein, il a toujours eu une tête différente à chaque fois. Et bon, c'était pas mauvais, mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangé quand même. Hein, voilà. Bon, allez, on enchaîne vite avec quelques critères hein, pour finir. La musique. Alors, la musique, moi. Alors, je vais dire la chose suivante. On n'est toujours pas dans un truc de malade. C'est-à-dire le thème nouveau qui m'aurait troué le cul et où je me serais dit ah ouais, quand même, c'est du lourd. Là, c'était pas le cas. Mais je vais quand même mettre une petite nuance. Alors, je sais pas, parce que moi, mon cinéma, il diffusait le film hyper fort. Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi. Et donc, je sais pas si ça a eu un impact ou pas. Mais j'ai trouvé que l'ambiance musicale, globalement, était un petit peu mieux menée que dans le set. Alors, on n'a toujours pas des thèmes de gros ou faux, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Ouais, j'ai trouvé que c'était quand même sympa, et là on arrive à un niveau, on arrive au niveau zéro, vous voyez, au niveau de la mer, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire au niveau où c'est pas mauvais et où c'est pas non plus fou non plus, parce qu'il n'y avait pas des thèmes de malade, mais utilisation de la musique plus intéressante que dans le set. Ça a été mon ressenti général, donc là après c'est du ressenti, hein, donc je peux pas vous dire, mais il m'a semblé quand même que vous me direz peut-être dans les commentaires hein, si je me trompe, mais il m'a semblé que c'était quand même mieux. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire encore une fois que hein, j'ai toujours pas trouvé de thème de la mort qui tue, voilà. Et ça m'embête un peu, mais bon, peut-être on verra dans le 9, hein, mais vu comme ils sont partis, ils n'ont pas l'air d'être très inspirés. C'est de l'ambiançage efficace, mais c'est pas, voilà, on n'a toujours pas de thème de ouf, et ça manque parce que tu peux avoir de l'ambiançage correct sur tout le reste du film et mettre quand même à un moment donné le thème qui va bien et qui tue tout, quoi. Voilà. Hein. Et là, c'est pas le cas. Donc, j'ai encore quelques réserves sur les musiques, mais ça s'est amélioré, notamment peut-être dans son utilisation et puis aussi qualitativement, je pense aussi un petit peu. Hein. Au niveau du scénario, alors là, il va falloir quand même s'arrêter 2 secondes aussi. Parce que c'est aussi quelque part lié à la durée. Donc je vais faire scénario et durée du film. Hein, je vais les mettre en perspective. Personnellement, j'ai trouvé que ce film était d'une longueur abyssale. Vraiment. Je me suis pas ennuyé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre l'ennui et le temps long. C'est-à-dire que tout ce que je voyais, ça pouvait à peu près, et je dis bien à peu près m'intéresser, hein, mais dans mon fort intérieur, je trouvais le temps long, j'avais envie que ça avance plus vite. Voilà. Donc cet épisode 8, pour moi, et là je vais asséner le coup final, hein, mon avis un petit peu final, ce film est raté pour cette raison. Beaucoup trop long pour ce qu'il essaye de nous raconter. Voilà. Franchement, il y a des choses qui auraient pu être abrégées à mort. Il y a des choses, parallèlement, qui ne servent à rien. Sur l'île, notamment, on reste trop longtemps sur cette île. On est trop entrecoupé par plein de trucs qui servent à rien. Voilà. Des missions aussi qui ne servent à rien. Finn et la chinoise. C'est Osef, ça, complet. Hein. Le personnage qui récupère, c'est pas tellement intéressant. La manière dont c'est fait, c'est pas intéressant. On ne tire pas parti de ce côté casino qui aurait pu être vachement intéressant. On y entre à peine, ils sont arrêtés, ils sont en prison. Après, il y a la course-poursuite
qui n'en finit plus, qui est sympa mais sans plus, hein, on a vu mieux dans Star Wars. Vraiment, ça ne sert à rien, franchement. Donc le scénario, en fait, malheureusement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Hein. Le scénario, c'est l'histoire d'une fuite pendant que Rey essaie de convaincre Luke Skywalker pour qu'au final, finalement, oui, ça se dit, pour qu'au final, bon, il y a une confrontation un peu finale et qu'ils arrivent à fuir. Mais putain, mais c'est ça le truc du film, c'est ça. C'est une course-poursuite durant tout le film. Non mais c'est vrai, hein. Enfin je veux dire, pour ce qui est du vaisseau, c'est le cas. Puisque ça commence vraiment dès le départ. Hein. C'est-à-dire que là, il y a la première bataille, ils se font suivre une première fois. Parce qu'ils ont un pisteur qui maintenant marche avec l'hyperdrive. Donc ils se font pister et ça commence dès le début du film. Hein. Voilà. Et ça dure tout le film pendant 2h30. Voilà, donc déjà la flotte, elle est accaparée, ils font que fuir, donc ça limite les enjeux. Rey, elle reste stuck sur son île pendant 10 ans, avec ses 3 leçons qui n'étaient pas des leçons formidables. Hein. J'ai trouvé que c'était un peu décousu, pareil là. Il y avait 2-3 mots intéressants, mais ça, il fallait me faire des grosses scènes là, avec ça. Là. Il fallait pas faire ça vite fait, quelques mots. Et puis après, il y a le côté un peu troll de Luke, vous voyez, le sabre que je balance. Ça, à la limite, c'est un troll peut-être vite fait marrant, parce qu'on s'y attend pas, c'est un petit côté... Mais directement, ça vous place dans un truc un peu humoristique. Et j'étais pas... C'est drôle, mais plutôt dans what the fuck. C'est entre le peut-être drôle et surtout le what the fuck. Hein, donc c'est un peu... C'est pas extrêmement drôle, mais c'est surprenant. Voilà. Et donc du coup, c'est tellement surprenant que c'est what the fuck, donc c'est un peu drôle. Voilà, on va dire. Hein. Mais donc du coup, on a un Luke qui, pareil, casse un peu les codes et casse les codes du maître. Et ça, il y a des trucs auxquels il faut pas toucher. Et malheureusement, parfois, ça fait un petit peu tâche. Hein. Ça fait un petit peu convenu aussi, je trouve. Même si on aurait aimé voir un maître vraiment appliqué, parce qu'on aime voir des maîtres qui vous enseignent de réelles choses profondes, etc. Et donc du coup, ces phases arrivent parfois à être... C'est pas qu'elles sont inintéressantes, c'est que moi j'étais un peu frustré qu'il n'y ait pas une transmission aussi bonne peut-être. Vous voyez, alors c'est peut-être voulu, hein. Luke est peut-être pas le meilleur des maîtres, etc. Hein, mais il a quand même formé d'autres Padawan avant, normalement. Et je le voyais pas aussi punk, vous voyez. Il y a un côté punk qui, moi, chez Luke, que je ne voyais pas dans le Retour du Jedi. Là, il a pris un côté punk un peu qui est un peu étrange. Un peu à la Yoda quand il est dans l'épisode 5, vous voyez. Mais, je sais pas, à voir. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a légèrement dérangé le côté, vous voyez, le maître qui est un petit peu YOLO, vous voyez, je suis trop cool, voilà, je m'en fous de tout, etc. Et ça, ce petit côté-là m'a un petit peu ennuyé. Peut-être parce qu'il dure un petit peu trop longtemps, et puis après, une fois que les leçons commencent, c'est dans le comportement de Luke aussi que ça a continué de me déranger. C'est un petit peu ça. Donc voilà pour le scénario, franchement, on a la première partie sur l'île, ensuite Rey qui se déplace, mais on la voit, franchement, j'essaye de me... Si, il y a quand même la phase avec sur le vaisseau, quand elle arrive dans la salle du trône. Bah du coup vous tuez Snoke, donc au niveau du scénario, bah, je trouve que ça casse un peu finalement le côté épique. Ben Solo, au début c'est un allié, ensuite c'est pas un allié, etc. Donc la résolution n'est pas faite. Et oui, parce que résolution, qui dit résolution dit on a gagné Ben Solo, c'est la fin du film, donc quelque chose a changé. Là c'est pas le cas, hein. Donc il s'est retourné. Alors ça vient du personnage, donc on peut dire que c'est finalement comment dirais-je, un encéphalogramme, je sais pas, c'est-à-dire ça veut rien dire, mais vous savez, une sorte de va-et-vient qui fait que Ben Solo surprend lui-même le scénario, mais bon, comme ça revient à la case départ et qu'il est quand même mauvais à la fin, le scénario n'a pas avancé plus que ça, c'est ce que je veux dire, hein, d'un bout à l'autre, hein, si on le prend de manière large. Donc voilà, au final, on a un scénario qui, que ce soit la Résistance, que ce soit Rey, d'ailleurs Rey, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est très grave, hein, parce que Rey, je vous ai dit quand même qu'elle n'avait pas avancé, donc elle-même, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait vraiment fait un cheminement dans tout ça. Hein.
Donc on peut dire si elle a résisté un peu comme Luke dans l'épisode 6, elle a résisté au côté obscur quand finalement Ben Solo lui propose, mais ça, oui, ça l'a pas changé, elle a juste résisté. Un petit coup, on peut dire que c'est un petit changement, mais ça l'a pas. C'est pas un défi quand même de malade, hein, parce qu'on la voyait pas, on n'était pas dans l'optique de se dire ah ouais quand même là elle va peut-être basculer, hein, contrairement à Dark Vador, on avait vraiment, bon déjà on connaissait les épisodes 4, 5 et 6, mais vous voyez, on sentait le changement avançant, et c'était vachement intéressant. Là, Rey, je pense que elle résiste plutôt bien, vous voyez, on la voyait pas partir du côté obscur, hein, ça se sentait pas, moi j'y croyais pas un seul instant. Donc, quelque part, je me dis, c'était pas non plus une avancée scénaristique de ce point de vue-là, hein, c'était pas surprenant. C'est plus Ben Solo, où là c'était beaucoup plus intéressant. Hein, et c'est pour ça que peut-être, une des voies possibles qui aurait été intéressante, c'est de laisser Snoke en vie, et que Ben Solo soit du côté clair de la Force. Hein. Et puis à la limite, un petit peu à la bouquin Revan, que Ben Solo, dans le 9, il repasse du côté obscur. Alors ça aurait été délicieux. Hein. Et oui. Et là, ils ont encore loupé un coche, hein, parce que Snoke vivant et Ben qui, on le croit du côté clair depuis la fin du 8, il est toujours du côté clair et il prétend être un allié dans le 9, et puis vers la scène de fin, il fait du sale, par exemple. Ça, c'était intéressant aussi. Hein. Il se prive de beaucoup de trucs, hein, à mon avis. Je sais pas ce que va être le 9, mais à mon avis, ils ont fait peut-être des petites erreurs, à mon avis, hein, scénaristiques. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à écrire que ça. Et malheureusement, moi, je mets un gros 0 sur 20 hein, là, sur le scénario. C'est une catastrophe. Et franchement, c'est pour ça que le 8 ne m'a pas plu globalement et que je pourrais pas lui mettre la moyenne. Pour moi, c'est le pire Star Wars. Voilà. Parce que au moins, le 7e opus, c'était un copier-coller quand même. Hein. C'était une honte. C'était une honte. Mais c'était une honte, si vous voulez, qui était bien construite. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh oui. C'était une honte, l'épisode 7, et c'est toujours l'un de ceux que j'aime le moins. Mais le scénario, la construction, c'est la chose la plus importante dans un film. Si c'est raté, c'est raté, c'est foutu. Hein. Si c'est trop long, s'il y a des longueurs à ne plus en finir, pour raconter quoi, vous voyez, ça ne va pas. Hein. Donc, moi, l'épisode 8, pour moi, c'est le pire Star Wars. Juste au-dessus, vous avez le 7, et puis après, vous avez... Pour moi, les deux meilleurs, c'est l'épisode 5 et l'épisode 6. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs. En troisième position, je mettrais l'épisode 3 parce que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que vraiment Hayden Christensen, il prenait de la bouteille. On sentait un peu plus de maturité dans son jeu. Donc voilà, Revanche des Sith, Le Retour du Jedi et L'Empire contre-attaque, c'est mes 3 préférés, sans problème. Et donc du coup, celui-là, c'est les 2 pires. Hein. Voilà, le 8 et le 7, c'est les pires. Hein. Et Rogue One serait quand même plus haut, parce que j'ai vraiment bien aimé Rogue One quand même. Allez, on passe vite, parce que là, je vois qu'on est déjà sur du 1h30, là, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc au niveau des graphismes, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les jeux de couleurs étaient intéressants, notamment vers la fin du film, avec évidemment ce sel rouge, hein, il me semble bien. Non, attendez, c'est le sel rouge ou c'est... Oui, c'est ça, c'est le sel rouge. Hein. Le sel rouge, donc les traînées rouges que ça fait, qui sont magnifiques. Et puis globalement, alors les jeux de lumière qui sont quand même assez intéressants. Je trouve que c'est même peut-être plus intéressant que le 7 de ce point de vue-là, hein, du point de vue graphique. Hein. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Je passe assez vite parce que j'ai plus trop le temps, là, il faut quand même boucler le truc. Au niveau du rythme, c'est une catastrophe, hein, ça rejoint un petit peu l'idée du scénario, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, c'est une catastrophe. À des moments, j'avais presque des crises d'impatience, je me dis, putain, mais quand ça avance, là, ça me saoule, ça, j'ai pas envie de voir ça, c'est trop long, ou c'est plutôt que c'est trop long, pas que c'est pas intéressant, mais c'est trop long. Et voilà, donc le rythme là, j'ai senti que ça allait pas, c'était trop long pour ce que c'était. 2h30, moi je peux tenir 2h30, s'il y a matière à raconter, si je suis captivé, c'est des trucs de ouf et tout, 2h30, je les tiens, il n'y a pas de souci. Mais là, j'avais des pulsions d'impatience dans mon corps, donc je le sens, je le ressens quand je suis comme ça, c'est que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, et là, ils ont étiré le truc trop fortement. Au niveau de l'ambiance, alors, l'ambiance générale de ce film passe du clair-obscur
à des tonalités sanguines, hein, rouges, etc. C'est intéressant comme projection d'ambiance, notamment les projections sanguines donc via le sel rouge, et puis la salle du trône de Snoke. Hein, ça, c'est intéressant. Donc, au niveau de l'ambiance, ça m'a pas déplu. Je me suis senti dans un Star Wars. Bon, alors, pas pour le scénario, hein, mais juste pour l'ambiance. L'ambiance y était. Moi, je considérais que c'est pareil réussi pour l'ambiance. On a les sabres laser, on a les batailles spatiales, on a le feeling Star Wars aussi. Voilà, les musiques Star Wars. L'ambiance est globalement respectée. Donc pour moi, ça tient bien. C'est pour vous dire quand même que ce film, avec un bon scénario, ça aurait pu être un très bon épisode, hein, franchement. Mais alors le scénario, mais ça vous plante tout. Voilà, les dialogues, voilà, dialogue scénario, tout ce qui est écrit autour des personnages est raté. Les acteurs jouent bien, mais ils jouent bien de la merde. C'est dommage quand même. Hein. Ils jouent mieux que dans le 7, parce qu'ils ont pris un peu de, voilà, j'allais dire de bouteille, mais voilà, ils sont mieux. Ils jouent mieux, mais ils jouent mieux parfois des scènes beaucoup moins bien, quoi. C'est vraiment, mais c'est terrible. Qu'est-ce que ça aurait été avec un bon scénario? Mais ça sent le scénario qui a été remanié dans tous les sens, 10 fois, qui a été écrit après le 7. Voilà, donc ça permet pas d'avoir une vision d'ensemble suffisante. C'est dommage. Hein. Alors ils doivent avoir quelques idées, par exemple les parents d'oreilles, ils doivent le savoir, etc. Hein. Mais pour moi, c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage parce que tout le reste pourrait à peu près tenir. Hein. Bon, mis à part quelques choix un peu bizarres, type Yoda qui fait un claquement de doigts et qui fait péter la foudre. Et quelques autres éléments, des gens qui sont mal servis. Mais mal servis, ça veut dire scénario, encore une fois. Donc on retombe encore sur le même élément. La scène de la grotte, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, ça je vais pas y revenir. Ça m'a pas trop convaincu. Surtout qu'elle parle en voix off dessus, comme disait Durandal, hein, ça je reprends un petit peu ses mots, hein, je vous avoue. Donc comme elle parle en voix off, effectivement, on perd finalement de puissance, parce qu'on ne vit pas la scène en même temps que le personnage. Vous voyez, il y a une sorte de niveau méta quand vous faites... et j'étais en train de... Vous voyez, quand vous parlez à l'imparfait, enfin, c'est quoi ce bordel, what the fuck? Alors ça, c'est d'un raté, mais alors là, pour le coup, je valide Durandal, avec qui souvent je ne suis pas d'accord, mais là pour le coup je suis totalement d'accord, hein. Et d'ailleurs aussi avec son avis général du film, parce que je trouve que c'est une catastrophe, hein, pour la qualité que peut être un Star Wars, c'est quand même, ça fait cheap. Hein. La scène de Yoda, j'y reviens pas, j'ai vraiment détaillé tout à l'heure. Hein. La scène de Luke finale, ah oui, alors ça, il faut quand même un petit peu en parler en 2 mots. Bah moi j'ai bien aimé. Alors le truc c'est que, comment vous dire, là encore on va attaquer le scénario, c'est si vous prenez que cette scène, que vous ne faites pas de plan sur la comète, que vous ne parlez pas du 9, que vous ne parlez pas du 7, et surtout du 9, que vous regardez cette scène là, elle fonctionne. Moi j'ai bien aimé ce retournement de situation là, où il donne une petite leçon à Ben Solo, j'ai kiffé. Alors, ce que je reproche peut-être, c'est qu'il y aurait pu avoir un combat de sabre plus long. Voilà. Le seul truc, c'est que je suis pas sûr, est-ce que c'était une projection astrale physique, corporelle, ou est-ce que... Voilà, parce que du coup, il pouvait pas y avoir, peut-être, je me rappelle plus trop, mais il y avait quand même des échanges de coups de sabre, hein, quand même. Donc s'il y avait des échanges de coups de sabre, elle aurait dû, pour moi, durer un peu plus longtemps, parce que c'est quand même le duel final du film. Ça va entraîner la mort de Luke. Donc la moindre des choses, c'est que si vous le faites mourir, et que le mec ait dû faire des échanges de coups longtemps pour que ça le fatigue un peu plus et qu'il donne une bonne leçon à Ben Solo. Voyez. Et là, ça dure. C'est un petit peu court. Au lieu de vous faire 2h30 là sur de la merde, vous pouviez pas mettre un peu plus de temps sur la bataille finale? Non mais je rêve quoi. Franchement, alors ça m'a énervé, hein, franchement. Et je me suis énervé d'un coup là. Non mais c'est vrai. Mais non mais c'est pour vous dire, ça m'a énervé parce que avec la longueur de ce film, quand même, il pouvait pas faire un peu plus long, là. Franchement, c'est quand même, c'est le truc. En plus, là, on le sent venir. Voilà, il y a Luke, on le voit arriver dans la grotte. Alors, le discours avec Leia, c'était un peu de la merde. Ça, pareil, ils sont pas revus depuis 20 ans. Ils ont que ça à se dire, que ces mots-là à la con, t'aimes ma nouvelle coupe. Enfin bon, ça, c'est un peu de la merde. Mais bon, voilà, il arrive, vous sentez que le mec va intervenir, parce que s'il y a Luke ici en présence, ça va faire du sale. Hein.
Et tout ça pourquoi? Pour quelques secondes, ouais, on aurait voulu. Hein, il y avait un build-up de malade. Il ouvre le truc, il arrive solo, et c'est le cas de le dire. Il arrive solo devant solo. Franchement, il y avait un côté badass. Hein, il y avait un côté badass, il se présente. Alors, le truc aussi, quand il fait le bombardement, Ben Solo, il a tellement la rage. Ça, c'était génial. Ça, j'ai beaucoup aimé cette scène. C'est une des meilleures scènes du film. Hein. Je pense que vous le sentez dans ma voix. C'est vraiment une scène qui m'a plu. Ça, voilà. Ça, c'est une scène qui m'a plu parce qu'il y avait un twist. Il y avait Ben Solo qui perd un peu le contrôle et j'ai bien aimé. Ça c'était cohérent avec le tout. Ben Solo, il est aussi dans la bonne scène. Hein, contrairement à l'épisode 7 où je vous ai dit que Ben Solo était dans les scènes mauvaises à chaque fois. Là, il est dans la bonne scène. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Rian Johnson d'avoir fait crever Luke et Snoke. Parce qu'il y avait fort à faire avec ça, avec ce qui s'est joué à la fin, ce qui est la meilleure chose du film, hein, franchement. Ce qui s'est joué à la fin là, avec Luke et Ben Solo, on aurait pu l'utiliser encore à nouveau dans le 9. Il y avait plein de choses autres à raconter sur ça. C'est le truc, c'est vraiment le côté, comment dirais-je, vous sentez qu'il y a du ressentiment, et là on commence à le voir, vous voyez, il y a de Ben Solo, et c'est ça qui est intéressant. Hein. Là il y a un enjeu, là il y a quelque chose, et ça c'était beau. Mais malheureusement, c'était très court, et ça m'a... J'ai trouvé trop court ça, trop court, dommage, hein, vraiment dommage. Bon, la scène du casino, j'y reviens pas, j'ai trouvé que c'était... inutile, voilà. Dommage parce qu'il y a un beau visuel, mais on n'y reste pas tellement là aussi. Si vous nous faites venir là, il faut qu'il y ait plus d'enjeux. Il faut qu'il y ait, je sais pas, le mec qui était justement, au lieu de les faire partir en prison directe, peut-être que ça joue quelques parties, qu'il fasse connaissance avec le mec, et qu'il y a un élément, au lieu de faire une course-poursuite de 5 minutes, là, hein, qui sert à rien, faites-nous plutôt, voilà, on instancie un nouveau lieu, on apprend à l'apprécier, voilà. En plus, c'est un casino, c'est cosy, voilà, on essaye de s'imprégner. Là, c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Du coup, il n'y a que de la course-poursuite, moi ça m'a pas plu. Cette scène, j'ai trouvé que c'était inutile. J'ai bâillé, je m'ennuyais, et voilà. La scène des vieilles carlingues de fin, j'y reviens pas. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait l'utilisation de vieilles machines et ça c'est vachement bien rendu, surtout avec les traînées rouges. J'ai trouvé que ça c'était superbe. Hein. Visuellement, c'est ce qui est le plus réussi dans le film, je trouve personnellement. C'est vraiment magnifique. Et enfin, la scène de la salle du trône. Alors, la scène de la salle du trône, pour moi, quand j'y repense comme ça, il n'y a rien qui me vient. Et pourtant, il y a des choses importantes qui se passent, on pourrait dire quand même. Mais rien qui m'ait impacté. Je ne vais pas revenir à ce que je disais tout à l'heure. Rey, je savais qu'elle n'allait pas passer du côté obscur, je le sentais. Voilà. Parce que je sais pas, on pouvait le deviner dans la scène elle-même. Je trouve que du coup ça casse un peu l'intérêt, vous voyez, du truc. Et après, du coup la mort de Snoke, c'est encore pire. Hein, c'est une des pires décisions qui a été faite de ce film. Donc évidemment que la scène en elle-même est ratée complètement, alors que c'est la scène qui pouvait avoir le plus de hype possible, puisque quand dans Star Wars on arrive dans une salle du trône, ça ne plaisante plus normalement. Hein. Ça devait être épique total. C'est une scène, encore une fois, qui est ratée. Il y a beaucoup de scènes ratées. Pour moi, la scène la plus réussie, et c'est peut-être la seule, c'est la scène finale de Luke, moyennant quand même, parce que je dois faire une petite précision, que j'aurais aimé que ça se batte un peu plus au sabre laser, parce que c'était un peu court. Hein. Voilà, juste ça. Voilà, j'ai fini cette review, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais dire, et puis je vais arrêter là parce que c'est 1h39, on va s'arrêter très très vite, mais avant quand même, je vous dis, je vais répondre à la question, est-ce que je suis hypé pour le 9 ? Personnellement, c'est peut-être le Star Wars pour lequel j'ai le moins de hype. Parce que disons-le, le 8 se termine un peu bizarrement, donc après la fameuse bataille qui a vu quand même la fuite des rebelles, ça finit sur rien, ça finit sur un gamin qui semble avoir la force, qui attire à lui un balai, ensuite on voit, avec son balai, ça fait un peu comme s'il avait un sabre au laser, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y aura un renouveau, de nouveaux Jedi qui vont prendre la relève, je sais pas, hein. Une résistance
la force se réveille. Il serait temps, hein, on nous promettait déjà ça dans le 7. Ça présente un avantage, c'est que c'est pas une fin fermée comme le 7, avec je te tends le sabre et donc du coup t'es obligé de reprendre au même endroit. Mais pour autant, je peux vous dire que même avec cette fin, qui moi m'a laissé sans plus, vous voyez, c'était moyen quand même. C'était pas non plus fou. Hein. Moi, à la limite, vous voyez, j'aurais vu Snoke se recoller, j'aurais trouvé ça what the fuck, mais au moins, il y avait peut-être un petit intérêt derrière. Parce que vous dites, ah voilà, donc le mec il est pas mort, voilà. Là, ça, non, je m'en fous un petit peu, quoi. Donc je pense que cette fin est globalement ratée. Après, tout dépendra de ce qui va être raconté dans le 9, encore une fois. Si ce gosse-là, il a une importance de malade et que c'est lui qui va faire la différence, ouais, peut-être. Si c'est juste pour signifier l'espoir vite fait que la résistance continue et qu'il a le fameux anneau de la résistance, ouais, bon. Pourquoi pas, hein, mais bon. Cette fin est pourrave, hein, cette fin est pourrave. Même si elle est ouverte, elle est pourrave quand même, hein, ça n'empêche pas. Là où la fin du 7 était peut-être plus dans le teasing, mais elle était pourrave dans le sens où ça contraignait Ryan Johnson. Voilà. Bref, moi, je vous dis globalement, je ne suis pas hypé du tout pour le 9. Bah ouais, ils ont tué Snoke. Ben Solo m'intéresse quand même, mais j'hésite. Je me dis, est-ce qu'il va vraiment faire le taf en tant que nouveau leader? Rey, elle m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, mais ça veut dire que là, on est sur de la précédence. Et oui, on parle d'Obi-Wan Kenobi, on parle pas de Rey. Rey, qu'est-ce qu'elle a accompli réellement dans son cheminement personnel? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'elle est nouvelle depuis 2 films. J'ai l'impression qu'elle est nouvelle, vous voyez? Alors que quand vous finissez, par exemple, l'épisode 4, Luke, vous l'avez admis, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il a interagi avec des gens, etc. Rey, j'ai l'impression qu'elle est souvent seule, en fait. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, et du coup, j'ai l'impression que Rey, on sait pas trop qui c'est, en fait. Alors, c'est intéressant parce que, philosophiquement parlant, je crois que les personnages demandent qui ils sont, en fait. Donc on a Poe Dameron qui est un petit peu un archétype, mais dont Ryan Johnson s'est moqué. Finn qui est inexistant, qui demande à avoir quelque chose à faire. Et Rey c'est encore pire, j'ai l'impression, parce qu'en plus c'est l'héroïne du film. Donc c'est vraiment d'une gravité extrême pour elle. Donc, est-ce que je suis hypé? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que du coup, Snoke étant mort, il n'y a que Ben Solo. Il y a Ben Solo. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Ben, donc évidemment que je verrai le film, mais je ne suis même pas sûr d'aller le voir au cinéma. Tellement, je verrai. Ça sera selon si j'ai l'argent. Vous voyez, c'est un peu, ça sera en fonction. Ça sera pas une obligation, c'est ce que je veux dire. Parce que franchement, les derniers Jedi, c'est le pire Star Wars personnellement que j'ai vu. Et alors, c'est bizarre parce que j'ai pas été très très critique dans cette critique, mais pourtant, je suis très critique à la fin de cette critique. Pourquoi? La raison est toute simple. Parce que la raison première de cette désillusion, c'est l'étirement du scénario, un scénario qui est pas mauvais, mais qui est inexistant en fait. Vous voyez, c'est la petite différence. Là où j'avais plus de colère pour le 7, c'était qu'il y avait un scénario, mais qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Vous voyez, parce que c'était beaucoup dans la redite, etc. Donc, mais là, c'est un petit peu différent. J'ai moins de colère. Eh ouais, c'est un petit peu différent là. C'est-à-dire que là, je suis plus en mode, mon dos se pose voilà, contre la chaise et je me dis, ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu étrange ça. C'est-à-dire que là, c'est le plus mauvais Star Wars, mais en même temps, il y a tous les éléments des Star Wars, mais ça le fait pas. Voilà, c'est juste que la sauce ne prend pas. C'est trop long, il y a un mauvais scénario. Donc je le dis quand même si, ouais. Un scénario qui est inexistant, c'est un mauvais scénario. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un ersatz de, comment dirais-je, de choses qui pourraient fonctionner, mais en fait, qui ne fonctionnent pas parce que rien n'est cohérent dans l'ensemble, vous voyez, dans le grand ensemble. Hein. Contrairement au 7, qui est cohérent dans son ensemble,
mais qui pousse plus à rager sévèrement sur certains points qui sont de la redite, etc. Vous voyez ? Et je me demandais si j'allais avoir des choses à dire sur ce film. Finalement, j'ai tenu quand même 1h45, et on va s'arrêter là. Mais j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Et c'est vraiment un Star Wars bizarre. Je le reverrai évidemment en DVD, pour voir quand même... voilà. Mais je peux vous dire que le 7, quand je l'ai revu en DVD, mon avis n'a pas changé. Eh oui. Parce que moi, je suis quelqu'un, généralement, je suis un viewer plutôt pragmatique. Et c'est rare, quand même, quand j'arrive à me faire surprendre sur un deuxième coup, quand je revois le film. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour quelques petits détails qu'on n'a pas vus. Mais il y a tellement rien dans ce film que je me dis, de toute façon, voilà. Il se passe pas grand-chose, hein, donc même en termes symboliques, le truc de la grotte, ça a été expliqué par Rian Johnson. Donc on a la réponse. Donc voilà, hein. Je suis pas sûr que même en revoyant le truc, je change d'avis. Donc pour moi, voilà, je décrète, pour l'instant, des 8 épisodes Star Wars qui existent en cette terre. Star Wars, les derniers Jedi, sans trop d'agressivité, je vous le dis, et c'est ça qui est un petit peu particulier par rapport au 7, hein, où j'étais plus agressif, mais c'est peut-être aussi parce que je le fais peut-être un peu plus tard, mais non, parce qu'en fait, quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais un petit peu en mode, vous savez, le mémé de, comment il s'appelle, celui qui tourne et qui se demande ce qui se passe, hein, John Travolta, hein, le mémé Travolta, qui dit, mais what, qu'est-ce qui se passe, où c'est, qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais un peu comme ça, vous voyez, c'est pas le même ressenti que j'ai eu au 7. Quand je suis sorti du 7, je me suis dit, bon, c'est un bon film, entre guillemets, vite fait. Enfin, c'est pas que c'est un bon film, c'est un bon film, mais un mauvais Star Wars. Je me suis dit ça. J'étais en colère sur certains points, vraiment sur certains points très clivants, sur le 7, parce qu'il y avait beaucoup de redites. Mais là, pour le 8, je suis sorti, je sais pas, j'étais comme Ramolo, je sais pas, c'est bizarre, hein. Je suis sorti de la salle de cinéma, c'est peut-être que c'était un peu long pour ce que c'était, et du coup, ça m'a un petit peu... je crois que le truc qui m'a touché profondément, c'est que autant de temps pour ça. Voilà. Je crois que c'est ça qui a résumé mon ressenti. Et du coup, c'est vraiment... Attention, quand on perd du temps sur des minutes pour dire rien, c'est vraiment problématique, vous voyez, hein. Donc, je pense que c'est ça, ce qui m'est arrivé. Donc j'étais dans un état d'esprit un petit peu différent. Et puis aussi, il faut dire aussi que ce film, du coup, avec tout ce qu'on a dit, les éléments qui auraient pu mettre de la hype pour le 9 ont disparu. Snoke est mort, Ben Solo, il est encore en construction, donc ça fait pas appel à une hype de malade non plus. Il n'y a pas de cliffhanger à la fin du 8, ouais, donc ça fait beaucoup de choses qui font que, bah, au final, vous ressortez de là, vous êtes sceptique. Enfin, pas sceptique, mais voilà, vous êtes amorphe, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc vous voyez que c'est pas que le coup des 8 jours en plus, je sais pas c'était combien, c'était le 26 que j'ai vu ça, ouais, donc c'était quand même il y a combien, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 jours à peu près, voilà. 8 jours, donc bon, c'était pas il y a très longtemps non plus, hein, mais voilà. C'est pas ça qui explique le côté où je serais un peu plus blasé dans ma review, hein. Bon après, il est pas nul à chier sur tous les points. Je vous dis, franchement, la scène de fin avec Luke face à notre ami Ben Solo était quand même intéressant. Mais je crois que c'est le seul point qui m'a enjaillé, hein, quand même, hein, dans ce film, hein. C'est bien le seul, hein. Le reste, c'est pas que c'était mauvais, c'était que c'était regardable. Voyez. Mais moi, quand je vais voir un Star Wars, j'attends que tous les points soient vraiment, voyez, soient au top du top, hein. Et on a vu qu'il n'y avait pas que des défauts aussi, hein. Il y a des qualités, notamment le côté graphique, l'ambiance. Voilà, il y a quand même 2-3 points positifs aussi. Donc, hype pour le 9, très basse, très très basse. J'ai très peu d'attentes. Toutes mes théories se sont envolées, du coup, avec Snoke, hein, donc bon, j'en attends pas grand chose. Si il pouvait ne pas complètement le screw, ça m'arrangerait, hein, au moins, si je veux regarder la saga, que je me dise, bon, le 9 est bien, voilà, comme ça je traverse le 7 et le 8, qui sont moyens, comme ça j'arrive au 9, c'est un bon film, etc. Parce que sinon, là, mais je vous avoue que j'ai un peu peur, hein. Franchement, ça fait assez peur pour le 9, j'ai l'impression
que ça va être un petit peu YOLO. Hein. Là, à mon avis, ouais. Voilà, donc c'était mon avis sur Star Wars, les derniers Jedi. D'ailleurs, c'est pas les derniers Jedi, c'est une erreur. Hein. C'est la dernière Jedi, quelque part, puisque c'est Rey qui reprend le flambeau. Donc on verra ça dans le 9, hein, évidemment. Et donc voilà, c'est la fin de cette revue. Donc moi je vous souhaite une bonne année encore une fois. Hein. J'espère que 2018, ça va être l'année du changement, hein, pour vous. En tout cas pour moi ça va l'être, je pense. Hein. Professionnellement, personnellement aussi. Donc ça fait plaisir. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec de nouvelles vidéos. Donc sur, je vais le révéler maintenant, Witcher 2 qui revient et Original Sin, évidemment, on continue. Cette petite expédition dans ce jeu qui est franchement bien. Allez, je vous dis à plus.